Un coach à la une. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, nous allons parler de la relation à l'argent. Pour cela, j'ai invité le coach Christian Junot qui a écrit les 2 livres suivants. Ce que l'argent dit de nous, interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine, sorti aux éditions Erol en 2021 pour sa 2e édition. Et puis, cahier d'exercice du défi des 100 jours pour libérer sa relation à l'argent, coécrit avec Lilou Massé et sorti aux éditions Guittre et Daniel en 2023, également en 2e édition. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouvel épisode du podcast Un coach à la une, écoutez un homme engagé qui nous parle d'argent pour éclairer, simplifier et pacifier. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Christian Junot, bonjour. Bonjour David. En quelques mots, comment es-tu arrivé au coaching ? Alors je suis arrivé au coaching déjà parce que j'ai fait un cursus d'accompagnement individuel en communication non violente, qui n'était pas vraiment nommé comme du coaching, mais c'était déjà une forme d'accompagnement. Et alors que j'avais changé de métier à la banque, j'ai eu l'occasion de pouvoir me former à l'interne au coaching dans un premier temps. Et quand j'étais licencié en 2009, suite à la fameuse crise des subprimes, j'ai décidé d'aller faire une vraie école de coaching avec une certification au bout, ce que j'ai fait à Lyon. C'était quoi l'école du coup ? JBS, donc du mouvement CT de Vincent Lennart que tu as interviewé toi-même, et avec les animateurs Serge Eskenazi et Nicolas Schilfart, 2 amis. Ouais. Alors, tu es l'auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous, interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine », édité par Erol en 2021. Et en fait, ça va être le cœur de notre échange, de l'épisode « L'argent ». Alors moi, j'ai une première question. Est-ce que c'est le dernier tabou de notre société, l'argent ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore un tabou plus fort, c'est la mort. Ça reste, on peut encore discuter d'argent autour de la table, même si ça se fait pas très souvent, mais parler de ce que ça nous fait de mourir un jour, ça c'est vraiment une discussion qui est comme exceptionnelle, et je crois vraiment que c'est le dernier tabou. Mais l'argent est un bon gros tabou, et en France, encore un plus gros tabou qu'ailleurs. J'ai 2 réactions. La première, c'est que parfois les tabous se combinent, c'est-à-dire que l'argent au moment de la mort, c'est un sujet à part entière, et d'ailleurs tu en parles dans le livre. Et tu viens de dire un truc qui me titille aussi, c'est que en France, l'argent est une thématique qui pose encore plus problème qu'ailleurs. Est-ce que tu as une explication ? Alors oui, déjà je suis suisse, j'interviens aussi en Belgique, au Québec, au Luxembourg, mais beaucoup en France, donc je peux un peu comparer, même si partout le sujet est tabou. En France, il y a quand même quelque chose de l'ordre très fort, je trouve, de réussir financièrement, c'est douteux. Et il y a forcément une idée il a dû faire quelque chose de mal pour ça. L'idée de gagner son argent sur le dos des autres est comme assez forte, je trouve. D'ailleurs, c'est le seul endroit où j'entends vivons heureux, vivons cachés. Je l'entends pas ailleurs. Donc il y a comme ce truc-là, faut pas trop se montrer si on gagne de l'argent. Je pense qu'il y a encore des restes de la Révolution, quand même. On a coupé des têtes à l'époque de ceux qui avaient comme pas mal d'argent. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est encore présent. Sûrement pas la seule chose, mais entre autres cela. Ça me rappelle une blague d'un expatrié américain selon laquelle quand un Américain voit un homme qui conduit une Rolls, il a envie de l'interroger pour savoir comment il a fait pour s'acheter une Rolls. Et quand un Français voit quelqu'un dans une Rolls, il a envie de lui péter la gueule pour lui prendre la voiture. Ouais, c'est ça. Et puis, dans mon livre, je raconte cette anecdote où il semble qu'il se vend autant de Rolls en Angleterre qu'en France. La différence, c'est que en Angleterre, on roule avec, en France, on les laisse dans le garage. Donc, c'est très parlant de ce que je viens de partager. Alors d'où est venu en fait ton intérêt particulier pour la relation à l'argent ? Déjà, c'est une thématique qui est pas si commune. Non, c'est une thématique qui est malheureusement pas assez commune, mais ce qui explique effectivement toutes les crispations qu'il y a autour de l'argent, mais on y reviendra. Alors ça m'est venu parce que moi-même j'avais une relation compliquée à l'argent, et il m'a fallu beaucoup d'années pour me l'avouer et pour le voir. Et au moment où je l'ai vu, peu de temps après, on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je rencontre Peter Koenig par hasard, qui fait une conférence sur la relation à l'argent. Et c'est comme ça que je découvre la première fois quelqu'un parler de relation à l'argent. Ça met des mots sur mes complications, en tout cas mes difficultés avec l'argent. Et je deviens, dans la foulée, son organisateur pendant 3 ans et demi d'ateliers sur la relation à l'argent. Donc c'était pas du tout un objectif. Je l'ai fait pour moi dans un premier temps, sans imaginer un jour que ça pourrait devenir un métier. Tu l'as d'abord assisté, accompagné pour organiser un certain nombre d'événements en France. Et en assistant à tous ces ateliers, j'imagine que tu as mis le pied à l'étrier pour co-animer, puis animer des ateliers, c'est ça ? Oui, donc j'étais organisateur, donc juste sur l'aspect, je dirais, logistique et pratique, les inscriptions et tout ça. Mais simplement, la différence des autres organisateurs qui l'avaient, c'était en Suisse en l'occurrence, à la différence des autres organisateurs, moi je suivais tous les ateliers de A à Z, parce que je trouvais tellement fascinant ce qui s'y passait, je voyais que ça nous ramenait à tellement de profondeur que j'adorais. Mais encore une fois, je le faisais pour moi, par passion, mais sans imaginer qu'un jour je pourrais le faire, parce que tu sais, quand t'as quelqu'un qui a fait des années de recherche sur le thème-là, qui fait ça dans 3 langues, dans 10 pays, pour toi c'est le maître, enfin pour moi c'était le maître, c'était juste pas imaginable d'oser faire un jour un truc du style comme lui. Mais c'est le meilleur moyen d'apprendre en même temps, hein.
Absolument. Moi, j'ai appris par imprégnation. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à l'argent et qui explique que cela constitue un marqueur important des comportements humains? Alors pour moi, c'est vraiment ce qui est très spécifique à l'argent, c'est que les êtres humains donnent un immense pouvoir à l'argent. Le problème, c'est que l'argent n'a pas ce pouvoir. Et ça, c'est vraiment très spécifique. Quand on dit on projette quelque chose sur l'argent, si je projette l'argent, c'est la sécurité ou l'argent, c'est la liberté, je donne le pouvoir à l'argent de me rendre sécure ou de me rendre libre. Ça, c'est la croyance qui est associée. Et et si on prend l'exemple de la sécurité et de la liberté, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort, de ce qu'on aspire l'un et l'autre. Mais au fond, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Et je donne souvent cette image-là en disant, le problème avec l'argent, c'est comme si on attendait d'une machine à café qu'elle nous fasse un jus d'orange frais. Elle n'est pas capable de ça. Et c'est vraiment ça qu'on attend de l'argent. On attend de l'argent quelque chose qu'il n'est pas possible de nous donner. C'est avant tout une création, une invention, une forme d'outil qui rend notre vie quand même bien pratique, qui facilite les transactions. Et vraiment, c'est important de revoir toujours pourquoi l'argent a été créé. Et à un moment donné, effectivement, on a commencé à dévier de ça. C'est un peu comme la voiture, tu vois, qu'au départ, très simplement, est un moyen de se déplacer et qui peut devenir un instrument de réussite pour certains. C'est encore une projection comme une autre. Et avec l'argent, c'est exactement la même chose. À un moment donné, on a complètement dévié de pourquoi l'argent a été créé. Et comme tu le dis, pour beaucoup, il y a des histoires de vie ou de mort qui se jouent derrière les questions d'argent, ce qui explique les crispations, ce qui explique le stress, ce qui explique les conflits dans le couple ou dans les entreprises ou à différents endroits. Parce que justement, encore une fois, on voit l'argent pour quelque chose de dingue, alors que je dis souvent, on pourrait supprimer l'argent demain, on ne va pas mourir, il y aura peut-être un petit peu de chaos, un peu de difficulté à se réorganiser, mais l'argent n'est pas vital. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Quelles sont les principales typologies de comportements liés à l'argent et quelles en sont les spécificités? Oui, donc ça c'est Peter Koenig qui a défini ces 3 typologies, dont moi j'ai donné des noms. Premier, l'écureuil. L'écureuil, comme son nom l'indique, celui qui aime faire des réserves. Celui-ci, donc, recherche à avoir des économies, à dépenser moins qu'il ne gagne pour faire ses économies. Et, en fait, donc, lui aura plutôt la difficulté à dépenser, aura souvent tendance à bien mesurer, difficulté à se faire plaisir, souvent aussi d'ailleurs. S'il fait cela, c'est parce qu'il a une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Si je crois que l'argent, encore une fois, si je reprends les 2 grands classiques, c'est la liberté ou la sécurité, il y a une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre. Ça paraît logique avec notre mental, mais dans la réalité, ça marche pas du tout, puisque même à l'époque, j'étais conseiller en placement financier, mes clients millionnaires et multimillionnaires avaient peur de manquer, malgré des millions. Donc si des millions ne suffisent pas à être sécures, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun montant qui suffit. Donc ça, c'est la première typologie, ce sont les écureuils. Oui, absolument. Alors c'est quoi leur spécificité? D'avoir des économies et puis je dirais de tenir à ces économies. À l'extrême, on parlerait de Picsou, mais j'aime pas trop parler de ça parce que c'est vraiment l'extrême. Il y a plein de gens, j'étais vraiment complètement là-dedans moi aussi, où je pouvais être vraiment assez pingre à certains endroits, plutôt généreux à d'autres, mais quand même assez calculateur, d'être vigilant et ne pas aimer voir de l'argent sortir quand même, sauf si ça nous faisait vraiment super plaisir. Donc économe. Oui, économe, c'est vraiment ça. Oui. Ça, c'est la première typologie. Il y a quoi après? Le deuxième, c'est le repousseur. Le repousseur, c'est celui qui a une grande difficulté à tirer de l'argent à lui et qui ne fait pas ce qu'il faut pour lui. Je vois souvent des entrepreneurs qui font du très bon job et qui ne facturent pas. Si je facture pas, l'argent n'arrive pas. J'ai droit à des soutiens et des aides, je ne fais pas les démarches qu'il faut pour cela, par exemple. Je sous-évalue systématiquement mes produits, je fais de la gratuité pour un oui, un non. Enfin voilà, l'argent pourrait venir à moi, et c'est pas des gens qui manquent forcément de talent et de dons dans ce qu'ils font, pas du tout. Mais ils ont une sorte de rejet de l'argent qui fait qu'ils négligent les questions d'argent. Donc eux sont plutôt dans la galère financière, courir après l'argent, et je cours après ce que j'aime pas, ça piège aussi pour eux, la difficulté. Et on va les retrouver effectivement dans les chiffres rouges, en tout cas avoir juste ce qu'il faut, à peine ce qu'il faut. Et eux ont une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Donc comme j'entends souvent, l'argent c'est sale, l'argent c'est source de conflit, l'argent c'est l'injustice, l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde. On voit beaucoup ça dans les mouvements qui ont envie de changer le monde. Ils mettent l'argent comme étant la cause des problèmes dans le monde, donc ils n'arrivent pas à attirer de l'argent à eux puisqu'ils n'aiment pas la société, ils n'aiment pas l'argent avec. Et c'est difficile d'attirer quelque chose à soi qu'on rejette en fait. Dans l'exemple que tu donnais de l'entrepreneur qui fait beaucoup de gratuit, est-ce que c'est une difficulté effectivement dans la relation à l'argent ou c'est une difficulté à s'accorder sa propre valeur, reconnaître une valeur à ce qu'il ou ce qu'elle fait? Alors ça pourrait être de l'un et de l'autre, je dirais. Après, si tu veux, celui qui a la difficulté à se donner de la valeur, il pourrait plutôt mettre des petits prix, mais comme se faire payer. Alors que le gratuit, moi je suis un entrepreneur qui faisait plein de travaux pour plein d'amis et tout ça, et qui faisait tout gratuit, il voulait rien faire payer, et les amis étaient fâchés contre lui, il lui amener de l'argent dans des enveloppes de force, parce qu'il voulait pas se faire payer, et lui était vraiment en guerre contre l'argent, c'était impressionnant. Et dans la troisième typologie? Troisième typologie, c'est les montagnes russes. Les montagnes russes sont des personnes qui ont des phases de haut, comme l'économe, comme l'écureuil si on veut, et tout à coup l'argent va foutre le camp, d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière globalement qui n'amène pas de plus-value à sa vie, de réel plaisir durable.
Soit ça va être dépensier compulsif, dès que j'ai un peu d'argent, c'est plus fort que moi, ça me brûle les doigts. Parfois, ça peut être des mauvais choix. On va attirer dans sa vie des gens qui sont parfois notre partenaire qui va tout dilapider notre argent. Mais parfois aussi, on va se faire rouler, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui se font rouler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arnaques qui circulent sur Internet et tout ça. Mais aussi faire des faillites, un divorce qui se passe mal et puis t'as me retrouver avec plus rien. Un accident et puis me retrouver avec plus rien. Donc, quels que soient les événements de vie, j'ai eu des clients qui ont dû quitter des pays en guerre et tout lâcher. Donc, on retombe à zéro. Mais simplement, certains, ça peut arriver 2-3 fois dans une vie. Et d'autres, ça peut arriver de manière beaucoup plus récurrente, à l'extrême même. Je me souviens d'une avocate que j'avais une fois, lorsque j'intervenais à HEC à Paris, qui me disait, moi, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Donc, elle attirait de l'argent sans problème, mais c'était la Lucky Luke de la dépense. Elle dit, et c'est du gros n'importe quoi. Tu vois, la montagne russe, elle n'avait pas le temps. C'était à peine une colline que l'argent est déjà fichu le camp. Alors que d'autres, ça va monter à un certain niveau, puis c'est la faillite et on retombe à zéro. C'est le même principe, même si c'est un peu différent, les circonstances de la manière dont ça se passe. Donc eux ont une sorte de dualité intérieure parce qu'ils ont et une projection positive au moins et une projection négative au moins sur l'argent. Donc c'est j'aime et j'aime pas l'argent en même temps. Alors, est-ce qu'en sous-jacent, ces 3 typologies peuvent être liées à des difficultés psychologiques ? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot difficulté psychologique, en tout cas à des croyances qui peuvent être limitantes sur soi-même, mais aussi à des historiques familiaux, des loyautés familiales qui vont également faire qu'on a des certains nombres de comportements qu'on va répliquer même s'ils ne sont pas gagnants. Mais effectivement, si je prends l'exemple de la difficulté à donner de la valeur, je ne mettrais pas ça comme une difficulté psychologique, mais après ça dépend ce qu'on met derrière. Mes estimes, quoi, par exemple. Oui, par exemple, tout à fait, absolument, manque d'estime de soi, très clairement. Alors, est-ce qu'une tendance est définitive ou est-ce que ça peut évoluer dans le temps au cours de la vie, au fond ? Alors, heureusement, ça peut évoluer, parce que ça donne du sens à mon travail, quand même. L'idée, c'est de sortir de une de ces 3 pour arriver à un 4e mouvement qu'on n'est pas vraiment un, mais qui sera un autre paradigme, en quelque sorte, ou un autre rapport à l'argent. Mais je dirais, d'une part, on peut changer. Il suffit d'un événement de vie marquant. Je prends un exemple. Tes parents s'entre-déchirent avec frères et sœurs au moment d'une succession. Et tu vas dire, waouh, l'argent, ça crée des conflits, c'est de la merde. Et tu vas changer ton regard sur l'argent et ton rapport à l'argent. Juste sur un événement. Par exemple, pour aller t'accouder dans un pays très pauvre et voir ce qui se passe. Et là aussi, de dire, oh mon Dieu, ces injustices, c'est horrible. Et tu vas changer ton rapport à l'argent aussi suite à ça. Mais alors, en quoi les rapports familiaux peuvent influencer notre rapport à l'argent ? Déjà par notre éducation, on a déjà un certain nombre d'exemples et on sait qu'on capte beaucoup de choses comme enfant. Je vais donner 2-3 exemples. Premier exemple, c'est dans ma lignée familiale, on vient plutôt de lignées désargentées, il n'y avait pas de moyens financiers. Et par loyauté, je m'autorise guère à faire mieux. Souvent, je vois les personnes s'autorisent à faire un petit peu mieux, mais beaucoup mieux, ce serait comme trahir de là où je viens. Et tu vois, il y a vraiment ce côté besoin d'appartenance qui est toujours très fort chez l'être humain. Et on va justement pas sortir du lot. D'ailleurs, des fois, des personnes puis ils disent, dès que j'ai un peu de réussite, mes parents me disent, oh là là, tu vas plus t'intéresser à nous. Enfin, tu vois, ce genre de truc qui fait que on croit que ça crée de la séparation. Ça, c'est un premier exemple. Ça, c'est de la loyauté. Ça, c'est de la loyauté, absolument. Beaucoup de personnes qui ont entendu, enfants, régulièrement, des choses négatives sur les riches. Les riches sont des malhonnêtes, sont des profiteurs, gagnent de l'argent sur le dos des autres, des choses comme ça. Donc, dans leur inconscient, être perçu comme riche, c'est dangereux parce qu'être perçu comme malhonnête profiteur. Et c'est des personnes qui auront des bons plafonds de verre, qui s'autoriseront jamais à gagner trop d'argent par peur d'être vues comme riches. Mais c'est important de voir que être vu comme riche, si je viens de la banlieue, c'est peut-être avoir 5 ou 10 000 d'économies, c'est déjà être vu comme riche. Alors qu'à d'autres endroits, ça sera peut-être 100 000 ou 1 million. Donc le montant peut être très différent, ça dépend de mon milieu. Donc, on va se contenir par peur du regard des autres. Le regard des autres, globalement, de toute façon, est une immense prison. Alors ça, je le vois sans arrêt. Et puis, le 3e exemple, je vois beaucoup ça chez les femmes. J'ai beaucoup de femmes entrepreneurs qui viennent me voir et qui vont voir que dans la lignée familiale, côté maternel, leur mère, leur grand-mère ont eu tendance à se sacrifier pour les autres, à passer après. Et elles voient également qu'elles ont tendance à s'occuper de leurs projets quand elles ont fait tout le reste pour les autres et de leur donner peu de poids et de valeur à leurs projets parce qu'on réplique un comportement qu'on a vu déjà qui nous paraît comme normal en quelque sorte. Donc moi j'entends aussi, dans certains des exemples que tu donnes, la recherche d'un certain conformisme. Oui, en tout cas conformisme par rapport à la norme sociale, par rapport à la norme familiale, etc. Voilà, surtout familiale. Après social, ça peut être effectivement du milieu d'où je viens également. Mais tu vois, la loyauté, moi j'ai vu des artistes également être loyaux à leur milieu, parce que chez les artistes, on sait bien qu'il y a un effet pyramide, qu'il y en a beaucoup qui gagnent 3 fois rien, voire qui galèrent. Et on voit que dès qu'ils commencent à sortir du lot, à gagner de l'argent, plutôt que tout le monde se réjouisse en disant « Waouh, c'est génial, c'est possible », souvent ils vont être critiqués, jugés en disant des phrases horribles du style « Il a vendu son âme au diable » ou « Il fait du commercial », tu vois, c'est vraiment perçu comme la pire injure. Et que souvent, par peur d'être à coup comme coupé des autres, tu vois, on peut aussi s'empêcher d'avoir une certaine réussite. Et c'est aussi une forme de loyauté, mais à son milieu, je dirais artistique en l'occurrence. Oui, l'exemple qui me vient, c'est aussi ceux qui gagnent l'auto. La Française des Jeux fait un accompagnement psychologique pour aider les gagnants à vivre le mieux possible ce qui semble aux yeux de beaucoup une sorte de chance incroyable, mais qui peut s'avérer être difficile à vivre.
Alors, je connais un petit peu le domaine pour être intervenu une journée auprès d'une vingtaine de gagnants de l'euro-million. Donc, j'ai eu cette expérience-là. Alors, c'est vrai que déjà, d'en savoir, c'est qu'ils ont l'obligation de proposer un accompagnement parce que c'est légal déjà. Et 50% ne le font absolument pas, ils ne les voient jamais. Puis après, ils vont amener des conseils, autant sur la manière de gérer et tout ça. Il y a comme une différence chez nous, c'est que l'euro-million, il y a de l'anonymat, contrairement au Québec où tu es vraiment jeté en pâture, on donne ton nom, ta photo à tout le monde. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, en fait, si je résume, à moins qu'on vienne déjà d'une famille fortunée, qu'on a l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, mais au départ, ceux qui gagnent l'euro-million ont un nouveau problème dans leur vie qu'ils n'avaient pas avant. Et un problème qui est une sacrée prise de tête, parce déjà la peur de comment je vais gérer, comment pas me faire rouler, quelles décisions prendre, et surtout l'autre prise de tête encore plus importante, c'est à qui j'en parle pas, parce que ça change la vie. À qui j'en donne pas aussi. Hein. Ça dépend déjà de ça au départ. Parce que tu vois, si j'en parle pas, je vais pas besoin d'en donner. Mais si je commence à en parler, certains auront des attentes vis-à-vis de moi, vont commencer à me regarder différemment. Je suis celui qui a gagné l'euro-million. Mais après, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que ceux que j'ai vus, la plupart n'en parlent pas trop. Parce que c'est vrai que très souvent, le regard des autres va changer aussi sur eux, où il y aura des attentes, des choses comme ça. Et si j'en parle pas, je suis comme prisonnier avec mon argent, puis je peux pas en faire ce que je veux. Je peux pas me dire je vais m'acheter une belle villa alors que je suis ouvrier et qu'il n'y a pas de raison que je puisse m'acheter une belle villa. C'est comme si c'était trahir quelque chose que je cache. Donc ils sont souvent assez prisonniers avec leur argent de pas pouvoir être libres de faire ce qu'ils en veulent, à moins de déménager à l'autre bout de la France, mais c'est pas leur projet au départ. Oui, c'est ça. Aller à un endroit où personne ne les connaît pour justement pouvoir vivre tel qu'ils pourraient maintenant. Voilà, tout à fait. Mais au fond, c'est pas ça qu'ils veulent forcément. L'autre élément qui est assez en filigrane présent dans tous les exemples, c'est le conditionnement par son écosystème, mais aussi par ses croyances limitantes. Hein. Oui, nous avons beaucoup de croyances limitantes, encore une fois, qu'elles viennent de nous à nous, qu'elles viennent à travers les messages qui ont été inculqués dans la famille, du style l'argent c'est pas pour nous, l'abondance on n'en aura jamais, tu vois, ce genre de fatalité. En fait, le fait que ce soit nommé ou sous-entendu, ça a le même impact. On le sent, on est comme pris par ce truc-là, et c'est pour ça que c'est important de se sortir de là si on veut s'ouvrir plus grand, mais que je dis plus grand, c'est autant dans sa réalisation personnelle que de l'abondance au sens large. Bon, l'abondance, c'est largement plus qu'une question d'argent. Comment se libérer des éventuels conditionnements familiaux, des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent? La première chose, c'est la prise de conscience. Pendant une dizaine d'années, j'ai eu peur de manquer, donc j'allais rien faire pour en sortir, puisque je ne voyais pas que j'étais pris dans un piège qui pourtant avait un impact pour moi et pour ma famille également. Donc la première chose, c'est déjà d'arriver à s'observer dans ses comportements, de voir là où je suis pris dans un piège, là où je me limite, là où j'arrive pas à me faire plaisir, là où j'arrive pas à valoriser ce que je fais, où j'arrive pas à demander de l'argent, même pour une augmentation de salaire, en parler en couple. Enfin, il y a tellement de domaines, finalement, on est confronté à l'argent. Donc plus j'apprends à m'observer, plus je verrai là où c'est fluide et là, ça ne l'est pas du tout. Et après, effectivement, d'aller voir déjà d'où ça vient. Est-ce que c'est une histoire de moi à moi? Est-ce que je suis en train de répliquer quelque chose? Et après, en fonction de ça, je dirais, il y a différents processus qui peuvent être utilisés, qu'a créé Peter Koenig d'ailleurs. Et certains que j'ai un peu aussi peut-être bonifié aussi comme ma propre pratique, entre autres de l'approche systémique. Je suis formé aux constellations systémiques familiales et aux approches systémiques. Et ça m'aide bien justement à bien comprendre et voir tout ce qu'on porte des histoires familiales également et comment s'en libérer. Ça, c'est une question qui vient effectivement, c'est quand le passé familial du lien à l'argent est lourd et pesant, parce qu'il y a des histoires de faillite, des histoires de trahison, des histoires de partage d'héritage pas équitable, est-ce qu'il est nécessaire de se libérer du transgénérationnel en passant par les constellations justement? Alors, pas forcément par les constellations. Ou par une thérapie, peut-être? Alors, je dirais le processus des loyautés que je propose dans le livre et dans mes ateliers est un processus finalement simple qui fait qu'en quelques minutes, on peut se libérer de quelque chose auquel j'étais accroché. Tu peux l'expliciter parce qu'effectivement, tu le détailles dans le livre. Oui, absolument. Nous, on travaille toujours par polarité, un peu. Une chose sans contraire, comme le yin et le yang. Enfin, voilà. L'idée, c'est de recréer de l'unité. Là, il y a de la séparation. Et la séparation, dans le cas de loyauté, elle vient de quoi? Elle vient que par besoin d'appartenance, avec l'idée d'être reconnu, aimé, si possible, etc. On va être loyal en prenant tout le paquet. Et dans tout le paquet, il y a évidemment des bonnes choses qu'on peut chérir et honorer, et il y a des choses qui sont plutôt limitantes. Moi, je viens d'une famille où tous les entrepreneurs qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite, du côté paternel. Donc c'est clair que j'ai cette histoire-là, je suis le premier à le voir, je suis pas meilleur qu'eux, mais comme je suis le premier à le voir, j'ai décidé d'en faire quelque chose pour me libérer. Donc je peux prendre vraiment de côté le côté entrepreneur, ce côté oser faire des choses, créer tout ça, je le prends et je le garde précieusement. Mais le côté de payer le prix, de pas s'autoriser à réussir ou d'avoir une certaine pérennité dans ses projets, ça, je n'ai pas envie de ce schéma-là, donc je vais m'en libérer. Donc je vais être loyal à certaines choses et déloyal à certaines choses. Enfin, prendre ton autonomie par rapport à d'autres, c'est ça? Voilà. Et vraiment, la déloyauté, pour moi, c'est ouvrir une nouvelle voie. Si tu veux, là, il y a une sorte de voie tracée qui est, les femmes se sacrifient pour les autres, ou nous, on n'a pas droit à l'argent, ou on se casse la figure dès qu'on est entrepreneur, tu vois. J'ouvre une nouvelle voie qui est pas celle qui existait. Donc, c'est bon pour moi, puis c'est bon pour ceux qui me suivent, parce que je fais également le travail pour eux.
Quand j'entends ça, tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont essayé dans la famille se sont plantés. Au fond, c'est comme une sorte de malédiction qui pèse sur les générations à venir. J'imagine que c'est pas si simple de se dégager de ces croyances, de ces confidences en fin de repas qui sont partagées et les enfants les entendent bien sûr et les intègrent. Bien sûr que c'est pas si simple parce que ça peut être l'un et l'autre. C'est-à-dire que ça peut être très simple si je m'autorise vraiment certaines libertés et à oser être qui je suis, même si potentiellement ça peut déplaire aux autres dans la famille. Ça va être plutôt simple. Mais si par contre j'ai tendance à m'accrocher au regard des autres, de vouloir toujours être un bon fils par exemple, ou être bien vu, ben là ça va être compliqué parce que je suis encore une fois prisonnier du regard des autres, ceux qui pensent de moi. Je vois ça très souvent. Mon deuxième livre s'appelle Enfin libre d'être soi-même. On parle beaucoup de ça, c'est d'arriver à se détacher du regard des autres qui pour moi amène beaucoup de liberté. Et juste pour la petite histoire quand même, je rencontre souvent des directeurs d'entreprise qui me disent « Ah mais moi j'ai une voiture spéciale pour venir au travail parce que comme pas venir avec ma belle voiture, toi ils ont encore peur du regard des autres, des conséquences de ce qu'on pourrait penser et ils ne manquent pas d'argent mais ils sont quand même pas libres de faire ce qu'ils veulent. » Donc là c'est une gestion des apparences au fond. Absolument, tout à fait. Le conditionnement du regard des autres, effectivement, c'est un détachement qui semble pas si simple. Non, mais je crois vraiment que la vraie liberté elle se situe à cet endroit-là, vraiment au moment où on arrive à dire voilà, ben j'accepte de déplaire. J'accepte de ne pas être aimé. C'est jamais le but en soi, évidemment. C'est juste faire ce que je sens qui est juste pour moi, oser être qui je suis. Et à partir de là, il y a des gens qui m'apprécieront, il y a des gens qui m'apprécient pas. Je sais très bien qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux, il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais. Et à coup sûr, je dérange d'autres personnes, that's it. Je crois pas que tu aies explicité le processus pour se libérer des croyances limitantes. Tu as juste expliqué qu'il y avait de l'ambivalence et qu'il fallait mettre de la clarté et de la conscience. Mais techniquement, comment ça marche? Alors, si je prends peut-être la croyance la plus répandue en lien avec l'argent, c'est il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, voire souffrir pour gagner de l'argent. Enfin, chacun mettra le mot qu'il veut, mais ça, c'est la croyance qui touche en tout cas à peu près 80% des gens que je rencontre. Alors, c'est clair qu'il y a tout un historique, je veux dire, on est comme dans les premières générations, à vouloir parler d'équilibre de vie, à vouloir, des choses, des mots qui n'existaient pas, en tout cas dans la génération de nos grands-parents. Donc, c'est déjà de voir à qui j'ai à être déloyal, déjà. Quand je dis à qui, c'est pas tout à fait le bon mot. Ce serait plutôt de qui vient ce message-là ou cet exemple-là, parce que des fois c'est vraiment dit, on n'a rien sans rien, enfin, le genre de phrase, l'argent tombe pas du ciel, pousse pas sur les arbres. Faut trimer pour gagner, etc. Voilà, il y a vraiment, des fois c'est vraiment nommé, mais des fois c'est pas nommé, mais c'est montré. Ça a la même incidence quelque part. Oui, par exemple, un père qui va revenir tout le temps très tard et partir très tôt et rentrer très tard, éreinté et qui semble absolument épuisé de sa journée de travail. Exactement, donc c'était l'exemple typique. Donc moi, en l'occurrence, si je prendrais l'exemple de mon père a beaucoup travaillé, même s'il faisait quelque chose qu'il aimait bien, mais 6 jours par semaine et tout. Donc moi, l'exemple, c'est pas travailler dur, mais c'est travailler beaucoup ou longtemps, par exemple, que j'ai vraiment, je dirais, emmagasiné. On va travailler avec l'énergie des mots et les résonances corporelles et émotionnelles. C'est vraiment dans le corps qu'on a la réponse, c'est pas que la tête, parce que si on compte sur notre mental pour changer des croyances, on est mal barré en général. Donc on va essayer de trouver un raccourci justement dans le corps parce qu'on voit qu'il y a des tensions qui sont stockées dans le corps. Et là, idéalement, si je travaillerais l'exemple avec mon père, moi je prendrais soit un objet symbolique qui représente mon père, parfois j'utilise facilement une chaise en face de moi pour représenter mon père, mais ça peut être une photo, c'est égal. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit bien clair que c'est avec lui qu'on est en train de parler, mais ça pourrait être la lignée des hommes ou la lignée des femmes, c'est égal. Et puis là, en l'occurrence, je dirais une phrase comme « Papa, je suis déloyal à ta manière de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Et c'est bon d'être déloyal à ça. » Donc je répète, papa, je suis déloyal à ta manière de travailler beaucoup, longtemps pour gagner de l'argent et je suis déloyal à ça. Et on s'arrête juste un instant, on va regarder ce qui se passe dans le corps. S'il y a des tensions, ça veut dire que la phrase est à redire quelquefois, les tensions vont partir d'elles-mêmes. Parfois, il y a rapidement une libération qui arrive dans le corps et parfois on peut même pousser un peu le trait, je te suis super méga déloyal. Mais juste pour certains, dire le mot déloyal, tu sais, ça sort juste pas de la bouche. Tellement ça paraît invraisemblable et c'est pour ça que je précise toujours la déloyauté n'est pas du rejet ou un manque d'amour, c'est vraiment encore une fois une autorisation à faire autrement. Ça c'est la première phrase et après on va travailler la deuxième qui serait sur la loyauté, toujours une chose et son contraire comme une pièce de monnaie le côté pile et face et ça sera papa je te suis loyal avec et sans travailler beaucoup, on met l'accent sur le sans, avec et sans travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Donc on met l'accent sur le sans là où je fais l'inverse de ce qu'il faisait. Avec et sans, ça part un peu bizarre comme en termes de français, mais c'est-à-dire que je fasse comme toi ou que je fasse pas comme toi, je te suis loyal, tu vois. Alors qu'avant, on est loyal seulement si on remplit la condition. Alors que là, on peut s'autoriser à être loyal à qui il est, parce que c'est absolument indispensable d'être loyal aux êtres humains que sont nos parents, parce que nous sommes le fruit de ces êtres-là, que nous les aimions ou pas, mais on n'est pas obligé d'être loyal à leur comportement, à leurs croyances, à leur façon de faire, etc. Et là, donc, effectivement, je te suis loyal, donc avec et sans travailler beaucoup ou longtemps pour gagner de l'argent,
Et puis il y a une variante un petit peu, j'appelle contre-pied, c'est mon reste footballeur, qui dit ce serait papa, je te suis loyal, même en gagnant beaucoup d'argent avec facilité et joie. Vraiment le truc complètement inverse, tu vois, avec facilité et joie, de la légèreté. Un truc comme ça. Donc même en faisant l'inverse de toi, je te suis loyal. Et là aussi, c'est une autre manière, ça pourrait aussi créer de la libération. Mais encore une fois, c'est le corps qui donne les réponses. Et émotionnellement, corporellement, on a les réponses à cet endroit-là. Et c'est pas la tête. Parce que la tête, des fois, n'aime pas du tout ce genre de phrase, mais on revient au corps encore et encore, c'est le cas de le dire. C'est pas possible de le faire tout seul, il faut être accompagné pour identifier l'endroit précis où la déloyauté est bienvenue pour se libérer de la croyance. Sinon, ça va être compliqué parce que le risque, c'est de généraliser sur une déloyauté totale alors que c'est surtout pas l'invitation qui est faite. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu as le livre du défi des 100 jours. Pour moi, c'était mon propre défi, c'est de dire comment créer un livre où les gens peuvent faire ça eux-mêmes. Et on a des retours absolument incroyables, donc les gens arrivent à le faire eux-mêmes, mais tout le monde n'arrive pas à le faire soi-même. Dans mon livre, Ce que l'argent dit de vous, tu parlais de 2021, c'est la nouvelle version, elle est sortie en 2015. J'ai refait une nouvelle version complétée où justement les exercices de transformation, je suis allé plus loin qu'avant pour vraiment rendre les gens un maximum autonomes. Et certains y arrivent bien parce qu'ils comprennent vite la chose et d'autres n'y arrivent pas. Non. Donc c'est possible, oui, je le sais, parce que j'ai suffisamment de retours pour le savoir. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais c'est possible. Est-ce que nous sommes inégaux, hommes et femmes, dans notre rapport à l'argent ? Sur l'aspect des projections, ça ne change rien. Les hommes comme les femmes ont des projections sur l'argent qui sont plus ou moins les mêmes. Juste une petite différence, il y a beaucoup plus de femmes qui vont dire l'argent c'est l'autonomie et l'indépendance que les hommes. On peut comprendre pourquoi. Donc à cet endroit-là, je dirais qu'il y a pas de différence, on aura les trois mêmes comportements qu'on va retrouver chez les hommes et les femmes. Où on voit une différence, c'est sur la difficulté à se valoriser, à aller demander une augmentation de salaire, à se mettre en avant, particulièrement dans le monde du travail. Et ça, je pense que c'est aussi beaucoup dû à un historique, c'est-à-dire que les femmes dans le monde du travail rémunéré, j'insiste évidemment, ça fait pas tellement de ces générations qu'on est là. C'est relativement récent à l'échelon de l'être humain. Donc il y a quand même un déficit historique. Et moi je voyais à l'époque j'étais à la banque, les femmes qui travaillaient très souvent, elles faisaient des métiers, je dirais, elles faisaient du massage, elles avaient un magasin d'habits, mais on n'attendait pas d'elles qu'elles gagnent de l'argent. Tu vois, c'est le beurre sur les épinards, c'est comme si ça comptait pas. Donc il y avait déjà ce côté-là, tu vois, on compte pas sur elles pour amener de l'argent. Et c'est pour ça que c'est quand même récent et que c'est comme s'il y avait vraiment encore une sorte d'habitude à oser prendre sa place, à aller voir pleinement sa valeur. Et que les femmes sont quand même plutôt exigeantes avec elles-mêmes, quand elles disent qu'elles maîtrisent ça ou ça, on sait qu'elles le maîtrisent, quoi. Les hommes, ils sont capables de dire les choses quand ils maîtrisent à moitié, mais que ça a l'air d'être acquis. Oui, selon les chiffres, les femmes ont besoin de vérifier qu'elles sont compétentes à 100 ou 110%, alors que les hommes, à partir de 20-25%, ils sont capables de baratiner. Et il y a aussi la situation des femmes qui soutiennent leur mari dans le développement d'un business, par exemple, qui ne sont pas déclarées. Enfin, ça a été un grand classique, par exemple, pour les commerces, où la femme pouvait gérer la caisse ou faire des choses de cet ordre-là, mais en n'étant pas déclarée du tout, ce qui posait problème en cas de séparation d'ailleurs, après 10 ou 20 ans de travail d'ailleurs. Ça fait des drames, j'en ai malheureusement vu souvent aussi dans mes situations d'atelier ou chez les participants ou leur mère. C'est clair, je peux te garantir que des femmes qui viennent d'un atelier et qui ont une mère qui a vécu ça, elles diront jamais de la vie, je serai autonome, je ne compterai jamais sur un homme. Et ce qui est une autre prison aussi, parce qu'il n'y a qu'une manière de faire. Et l'idée, c'est de s'ouvrir à toutes les manières de faire, simplement en justesse de situation, d'accueillir les unes et les autres. Mais effectivement, tu as parfaitement raison, il y a eu beaucoup de ça. Et beaucoup d'hommes ont parfois inconsciemment, parfois consciemment profité des femmes en leur faisant croire qu'il y avait des avantages à pas le faire comme ça, mais il y a eu un prix à payer pour elles malheureusement. Et dans ce cas-là, c'est possible de retrouver de la confiance par rapport à l'argent et la capacité à en gagner et à vivre de son activité ? Oui, heureusement, j'ai envie de dire tout est possible, c'est pas dire qu'une fois que possible est simple. Tu sais, je crois que c'est pas le fruit du hasard que ça arrive à certaines personnes qui d'autres mettront les pieds contre le mur et diront non, moi je veux ma part et tout. Et d'autres se laisseront faire, et ça veut dire aussi que on a retrouvé confiance et en soi et potentiellement dans un partenaire, que ce soit un homme mais même un partenaire commercial. Quand on s'est fait avoir une fois, très souvent les personnes vont vouloir être absolument autonomes aussi, et parce qu'ils ont leur blessure sera trop forte. L'un des chapitres de ce livre, c'est le rapport à l'argent pour les entrepreneurs. Alors qu'est-ce qui est spécifique ? Il y a une spécificité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs que j'ai aujourd'hui, et j'en accompagne de nombreux, ont fait le choix de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et le salariat, il y a un revenu qui tombe tous les mois, tu ne te poses pas de questions, tu sais que ça vient plus ou moins tel jour de chaque mois. Et après, évidemment, tu dois si possible remplir des objectifs. Alors que l'entrepreneur, tout à coup, doit générer de l'argent par lui-même. Et va vivre avec une sorte de montagne russe, parce qu'on sait que c'est comme assez rare que ce soit quelque chose de linéaire quand on est entrepreneur. Donc là, tout à coup, ça réveille des choses qui n'avaient pas été conscientisées avant. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils disent, tout à coup, je croyais que j'ai pas de problème avec l'argent. Tout à coup, je vois que je suis bourré de peur avec l'argent. Au moment où, tout à coup, il est pas là, je dois le générer par moi-même. Ça vient pas aussi vite que j'aimerais.
Il y a vraiment cet aspect-là à arriver à trouver cette sécurité intérieure, cette sécurité ontologique, comme disait Vincent Lénard, en soi, pour pas qu'elle dépende de quelque chose d'extérieur et vraiment de faire des décisions à partir d'un endroit apaisé plutôt qu'à partir de la peur et de l'agitation. Moi, j'aime bien travailler avec eux, si possible, le plus rapidement possible quand ils se lancent dans leur projet pour qu'ils puissent tout de suite prendre des bonnes habitudes parce que malheureusement, j'en vois qui arrivent à moi quand la situation est déjà désespérée, parfois c'est trop tard, et qu'effectivement, il y a certaines croyances limitantes, il y a quelques barrières, quelques peurs qui les empêchent de valoriser justement ce qu'ils font. Alors depuis le début, on a parlé beaucoup des conditionnements familiaux. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de situations familiales spécifiques ayant eu un impact fort sur les relations à l'argent de l'un de ses membres? Tu parles d'entrepreneuriat ou pas spécialement? Non, pas spécialement. De manière générique, il semble que les relations familiales ont vraiment un impact fort. Est-ce que tu aurais 2-3 exemples un peu emblématiques? Justement, quelqu'un qui vient d'une famille où on a toujours mis la sécurité en avant, par exemple, et qu'on va être fonctionnaire, travailler dans une grande entreprise, ça va être extrêmement compliqué de s'extirper de ça. C'est parce que c'est comme si c'était le seul schéma possible et compréhensible, et c'est celui qui était encouragé en plus. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un schéma qui part d'une peur et que la peur n'était jamais transformée, elle continue de se transmettre à travers ce fonctionnement-là. Je connais très bien quelqu'un qui s'est mis à son compte et qui avait 32 cousins, cousines et 0 entrepreneur. 12 oncles et tantes, 0 entrepreneur. Je peux te dire que pour elle, ça a été vraiment un chemin. Je dis, c'est comme si tu entrais dans la forêt vierge avec la machette puis tu devais faire le chemin. Là où moi, j'ai des entrepreneurs qui ont déjà fait un chemin avant moi. Elle a défriché. Voilà, c'est vraiment ça. On part pas tous égaux à cet endroit-là. Et je vois une grande difficulté pour certains. C'est justement une histoire de loyauté. C'est dans la famille, on est tous médecins, on est avocats, on peut être enseignants, fonctionnaires. Et c'est comme si c'était une suite logique. Et je vois beaucoup de personnes qui ont fait ce choix-là, mais qui n'est pas un choix de cœur, qu'ils regrettent après coup. Ils sont malheureux. Mais juste d'oser sortir de ce choix-là, c'est encore une fois oser déplaire, oser se faire traiter de fou alors que tu as un bon travail, comment tu peux faire ça, etc. Pense à ta famille, la conjoncture, je ne sais quoi. Donc là, vraiment, ils sont pris dans ces loyautés-là. Alors, en fin de livre, tu invites finalement les lecteurs à la sérénité face à l'argent. Est-ce que c'est réellement possible? C'est réellement possible, oui, par moment. Une sérénité perpétuelle, non, parce que je crois que c'est comme si on disait, est-ce qu'on peut être heureux à chaque instant de sa vie, toute sa vie? Il y a des moments où on ressent cette joie, ce bonheur, tout ça, d'être heureux, puis il y a des moments où c'est moins perceptible. Donc, si tu veux, c'est vraiment l'idée, c'est de tendre vers. Mais en tout cas, si je prends mon exemple, moi j'avais une grosse peur de manquer malgré d'excellents revenus et des économies. Le jour où je me suis mis à mon compte, si j'avais pas apaisé un tant soit peu cette relation à l'argent, ça aurait été impossible, tellement je n'aurais pas dormi la nuit. Alors ça m'est jamais arrivé en 13 ans de ne pas dormir la nuit pour des questions d'argent. Et vraiment aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai plus peur de manquer, mais si c'est 5% du temps par rapport à 80% avant, ça fait une différence tellement gigantesque qu'il n'y a pas photo. Tu as réussi à pacifier la plupart du temps ton rapport à l'argent. Absolument, non seulement le pacifier, et surtout de voir que dès qu'une peur revient, je la repère très vite, je m'en occupe et je la laisse pas prendre toute la place, alors qu'avant, elle prenait toute la place de ma vie de manière presque récurrente. Et du coup, tu fais comment pour prendre soin de ta peur? Peut-être la nommer, la conscientiser? Alors, la voir, effectivement, déjà, comment on repère nos peurs, quels sont les indicateurs chez nous, souvent ça peut être des tensions corporelles et autres, mais la peur vient grande majorité du temps à travers une pensée. Il y a une situation, je pense quelque chose, ça génère de la peur, donc déjà voir ça. Mais dès le moment où je peux observer la peur chez moi, déjà, je prends déjà une certaine distance par rapport à la peur. Et parfois, maintenant, je le fais plus trop, c'est plus nécessaire, mais à une époque, très souvent, je prenais une chaise, un coussin pour mettre ma peur, et parfois même je dialoguais avec elle également. Mais ça veut dire que jusqu'à que voir ce qu'elle avait à me dire, de quoi elle a besoin d'être rassurée, qu'est-ce que j'allais mettre en place, etc. Donc aujourd'hui, juste de la voir, de la repérer, de me poser la question, est-ce que j'ai réellement un problème là, tout de suite, à l'instant, à la seconde, je parle pas à la fin du mois, quand mes enfants feront les études, là, tout de suite. En tout cas, en ce qui me concerne, la réponse est non à 99,99%. Alors, je te propose d'écouter, Christian, ce que tu as choisi pour faire une première pause à notre entretien.
Alors il s'agit du morceau Point of No Return, issu de l'album éponyme sorti en 2008 du compositeur espagnol Roger Subirana. Pourquoi ce choix, Christian ? J'aime beaucoup la douceur de ce morceau-là. Moi j'aime bien la musique, depuis très jeune. J'aime bien les musiques qui m'amènent un peu dans d'autres atmosphères, un peu aériennes comme ça. C'était peut-être ma manière de m'échapper, certainement, dans le grande enfance, des moments pas toujours simples. Et voilà, je trouve que ces moments-là, ils m'amènent moi un calme intérieur. Est-ce que la musique, ça peut être aussi un ancrage pour avoir une relation à l'argent pacifiée ? Je veux dire, est-ce que ça peut être un moyen finalement, par l'écoute de certaines chansons, de changer son rapport à l'argent ? Alors, je sais pas si c'est de changer son rapport à l'argent, mais en tout cas, je dirais se reconnecter à quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui nous fait du bien. Parce que très souvent, les personnes sont beaucoup dans un esprit de manque. Et c'est important de pouvoir se mettre dans un esprit d'abondance. Donc on a des musiques qui sont vraiment connotées à des événements particuliers, des événements joyeux. Évidemment, ça peut être l'inverse, mais dans l'occurrence des événements joyeux. Et je pense que c'est bien de pouvoir s'autoriser à mettre ces morceaux-là pour vraiment peut-être changer d'énergie intérieure. Le thème de l'argent a souvent été traité dans les chansons. Ça va de, je sais pas moi, Monnaie, Monnaie, Monnaie d'Abba à d'autres chansons, L'argent trop cher de Téléphone. Est-ce que tu utilises certaines chansons, certaines musiques pour peut-être éveiller, faire des pauses à tes ateliers ou les accompagnements que tu proposes ? Oui, ça m'arrive en tout cas quand je fais des événements. J'ai des morceaux effectivement et parfois je prends des morceaux, ces morceaux typiques. Effectivement, mais en même temps c'est d'aller voir aussi que voir certains de ces morceaux qui parlent d'argent, pas toujours de manière positive. Ou alors n'en parle peut-être de manière envieuse, mais qui sera encore une fois quelque chose de plus de l'ego que d'être plus tranquille avec l'argent. Donc j'essaie comme de voir que ces morceaux, disons, n'amènent pas à un autre chemin que celui que je propose. Un autre élément de la musique ou des chansons et de l'argent, c'est que effectivement l'artiste va pouvoir gagner de son vivant, de sa création, ou pas d'ailleurs, mais qu'après il y a les ayants droit qui vont pouvoir effectivement bénéficier de royalties eu égard à l'utilisation des chansons de leurs aïeux ou de leurs parents. La transmission de l'argent, est-ce que c'est un endroit particulier de crispation ? Ça peut l'être, et je dirais il y a deux choses. D'une part, il y a la notion de succession. Moi, pendant comme 17 ans de conseiller en placement financier, j'ai vu beaucoup de successions. Et pour moi, je disais, au décès du deuxième parent, c'était le vrai test grandeur nature, est-ce qu'on s'entend bien ou pas ? Parce que je vois à quel point on peut régler ses comptes affectifs, ses blessures d'injustice au moment de la succession, à vouloir faire payer le prix à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un moment important et on voit vraiment à quel point les personnes s'entendent bien ou pas, sont capables de discuter, ou alors, encore une fois, il y a des trucs qui se jouent. Mais après, il y a l'autre aspect, c'est que je vois des personnes qui ont une sorte d'obsession de vouloir transmettre de l'argent à leur décès. Mais déjà à l'époque, j'étais à la banque et ça m'a toujours surpris en me disant, mais à quoi bon ? Nous, nos enfants, on leur a toujours dit, ne comptez sur rien, s'il y a quelque chose, tant mieux pour vous. Mais nous, l'essentiel, on vous le transmettra de notre vivant, à travers de l'amour, à travers des qualités de relation, peut-être à travers si vous le sentez un exemple inspirant ou pas. Mais enfin, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on a envie de l'apporter et le reste, ça sera du bonus. Mais simplement, j'ai l'impression, et parfois, que quand on veut absolument transmettre quelque chose, c'est comme si on voulait absolument être soit un bon parent jusqu'au bout, être dans le rôle du protecteur jusqu'au bout. Des fois, je dis, mais vous avez réellement confiance dans vos enfants, si c'est si important que ça de leur amener quelque chose, vous pensez pas qu'ils peuvent se débrouiller seuls? Et ce que je voyais quand j'étais à la banque, j'avais beaucoup de dirigeants de multinationales, et à travers ce qu'ils allaient donner, c'était comme une compensation pour toutes leurs absences durant leur vie, tu vois. Mais au fond, pour avoir vu les enfants derrière, je peux te dire que ça ne compense absolument rien, parce que un certain nombre de ces enfants ont vraiment souffert de l'absence de leurs parents, et avec des très forts manques d'estime d'eux-mêmes. Donc certes, ça avait une certaine facilité matérielle, mais un grand mal-être intérieur. L'autre avantage de la musique, c'est la méditation, potentiellement, qu'elle permet, le fait d'apaiser l'âme et d'apaiser aussi les mœurs. Est-ce que c'est un élément que tu utilises, toi, peut-être avant un atelier que tu as animé, de te concentrer grâce à de la musique Je dirais la méditation fait partie de mes rituels de matinale, parce que je suis quelqu'un qui est peut-être pris dans le mental, donc ça me demande aussi d'aller calmer ce flot de pensée, et puis que je vois que la méditation m'aide, en tout cas à ralentir les pensées, je ne veux pas dire que je pense plus, mais moins. Donc oui, mais aussi je dirais dans les ateliers, j'ai des fois une de visualisation, ou j'ai des moments où on se pose un moment de commencer quelque chose justement pour bien être centré, donc oui, pour moi c'est vraiment nécessaire d'avoir ces moments-là. Et alors, ce qui est associé parfois, pas toujours, mais aux méditations, c'est les mantras. Est-ce qu'il y a des mantras spécifiques pour avoir un rapport à l'argent pacifié, peut-être plus serein en tout cas ? Je dirais pas des mantras spécifiques, mais certains vont en utiliser. Ou en créer, hein ? Voilà, ils vont en créer, effectivement, certains vont en créer parce que ça va les soutenir. Moi, j'en ai une phrase toute simple que je me dis chaque fois que je voyage, que c'est compliqué, mais c'est différentes choses, qu'il y a une situation un peu compliquée. Chaque fois, je me dis, mais tout va bien se passer. Je me relie à mon cœur, mais tout va bien se passer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais c'est vraiment m'ancrer à cette idée que tout va bien se passer. Et je dois reconnaître que, globalement, je me sens très privilégié, tout se passe bien.
Ma question, peut-être elle n'était pas explicite et je m'en excuse, mais est-ce que tu recommandes de peut-être se créer un mantra qui pourrait être, je sais pas, je vais gagner de l'argent correctement qui me permettra de vivre normalement, je n'ai pas à m'inquiéter, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens selon toi ou ça suffira pas, il faudra faire un travail complémentaire en parallèle? Alors je dirais qu'un mantra, s'il est uniquement dit avec la tête, ne servira à rien. Pour moi, si j'ai un mantra, je dois pouvoir me relier à mon cœur, me relier à la joie. Si je peux me relier à la joie et associer de l'émotion en me connectant au mantra, là, ça va vraiment avoir un impact. De la même manière que je peux visualiser une situation désirée comme si elle était présente tout de suite en ressentant la joie tout de suite, là, potentiellement, ça aura un impact aussi. Mais simplement, il y a vraiment l'association à l'émotionnel parce que si on fait juste quelque chose avec la tête, j'y crois pas. Je te propose de poursuivre l'entretien et de discuter d'un second livre qui s'appelle « Le défi des 100 jours, cahier d'exercices pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance », coécrit avec Lilou Massé et sorti en avril 2023 aux éditions Très Daniel. Il y a du graphisme, il y a de la couleur, il y a des exercices divers et variés. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est un manuel d'auto-coaching qui ne dit pas son nom, au fond ? Alors oui, dans le sens qu'il y a vraiment l'idée que les personnes soient autonomes pour pouvoir faire leur chemin de transformation. Donc c'est l'idée. Alors juste pour la petite histoire, il est sorti en 2017, c'était aussi une version revisitée. Donc le défi des 100 jours, c'est une collection qui existe déjà avec différents thèmes et Lilou Massé m'a interpellé effectivement pour faire une collection spécifique sur ce thème-là où j'ai eu à créer, je dirais, les exercices et l'ordre des exercices tout en entrant dans un moule existant, je dirais, pour correspondre à la philosophie, mais évidemment ça devait me convenir également. Donc parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, donc en 2016-2017, je faisais que des ateliers de transformation. Et donc toutes les transformations des personnes se faisaient qu'à travers moi en direct. Tout à coup, on me demandait de dire, ok, on va faire en sorte que les gens puissent vivre des chemins de transformation sans moi. Alors, outre que ça bouscule un petit peu mon ego, mais à part ça aussi, c'était de dire, on va tester, mais j'avais un peu d'inconnu en disant que c'est possible, puis c'était pas très clair pour moi. Et les résultats ont vraiment dépassé nos attentes. On dit, ok, oui, il y a de vraies possibilités. En tout cas, on reçoit encore des témoignages régulièrement de gens qui ont vu de gros changements et évidemment d'autres qui n'en verront pas ou beaucoup d'autres parce que c'est la majorité des personnes, je pense, vont pas au bout des 100 jours parce qu'on sait que ça reste toujours compliqué de garder une forme de discipline. Sur la durée, en tout cas. Oui, sur la durée, on est bien d'accord. Alors, quels sont les prérequis pour lire ce livre ? Je me suis demandé ça parce que finalement, est-ce qu'il faut avoir une capacité à s'engager, à être dans la persévérance ? Et est-ce qu'il faut aussi une capacité d'auto-analyse ? Parce qu'il y a quand même cette invitation de réfléchir, de conscientiser ce qui se passe au travers des exercices proposés. Oui. Alors la première chose déjà, c'est de sortir de l'idée que vous allez recevoir une solution miracle toute faite à appliquer et puis que voilà, tout va vous transformer. Donc je dirais l'engagement, l'investissement, c'est vous qui le faites à cet endroit-là. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait et surtout quand on fait quelque chose dans la durée, mais que ça soit même n'importe quelle forme de pratique. Si on ne met pas le sens pourquoi on le fait, très vite on arrête de le faire. Donc ça c'est vraiment nécessaire d'avoir une intention très claire au départ et de pouvoir revenir à cette intention encore et encore sur le pourquoi c'est important et de célébrer également toutes les petites et grandes victoires parce que la célébration pour moi nous donne l'énergie pour continuer. Donc oui, aussi évidemment une capacité à poser les bonnes questions et à être honnête avec soi-même autant que possible. Donc je pense qu'il y a vraiment un public qui aime ça, qui est fait pour ça, un public qui est pas forcément prêt pour l'instant pour ça. Alors comment tu as choisi ou comment vous avez choisi, si peut-être la sélection s'est faite à deux avec Lilou Massé, mais comment ça s'est fait la sélection des exercices et leur ordre ? Alors la sélection, je dirais pour la grande majorité, c'est moi qui les ai choisis. Alors j'ai déjà repris toute une série de choses que je faisais soit en conférence, soit en atelier. J'ai repris dans les thèmes dominants également, qu'on retrouvait le plus souvent dans les ateliers. Puis après, il y avait l'idée, si tu veux, de leur faire vivre des expériences également. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous allez sortir sans carte de crédit, par exemple. Vous allez tout payer en cash. C'est très inhabituel en France en particulier. Donc juste de voir qu'est-ce que ça fait, est-ce que vous dépensez plus, moins observez-vous quoi. Il y a beaucoup d'idées de s'observer. Donc on va leur proposer vraiment de vivre des expériences aussi avec les autres. Il y a du temps pour ça aussi, de récapituler de là où est leur situation financière. Toi, certains, c'est un clic sur Excel, puis d'autres, ils n'ont jamais fait ça en 20 ans. C'est un stress absolument énorme. On fait vraiment un changement intérieur. Des jours, on fait des exercices qui permettent de l'observation et plus de compréhension fine de mes fonctionnements. Alors, est-ce qu'il faut suivre nécessairement l'ordre des exercices et la progressivité de ces derniers ? Ou éventuellement, est-ce qu'il est possible de picorer tel ou tel défi en fonction de son appétence et de son envie ? L'idée, c'est de suivre l'ordre parce que c'est vrai que ça a été une très grosse prise de tête de mettre 100 exercices dans un certain ordre, des millions de combinaisons possibles. Puis je dis souvent, moins on a envie de faire un exercice, plus c'est le bon exercice à faire. Ça, c'est vraiment un test.
Le bilan de fin de journée qui est proposé après chaque exercice, il est récurrent, en tout cas dans le livre, avec un triple focus sur les observations, les succès et les gratitudes que le lecteur ou la lectrice pourra faire. Alors est-ce que l'objectif c'est de faire avancer la lectrice, le lecteur en conscience de ce qu'il ou de ce qu'elle vit, ou bien de modéliser l'habitude de faire un auto-méta de ce qu'il ou de ce qu'elle vit, ou alors les deux? Alors pour moi, clairement les deux. C'est-à-dire que plus on le fait souvent, plus ça va devenir un réflexe. Ce temps, effectivement, d'arrêt, pour moi, il est nécessaire pour affiner des prises de conscience, parce que souvent, on est quand même beaucoup en mode automatique dans notre vie. Et tout à coup, quand je m'arrête, puis je reprends un peu ce qui s'est passé, puis que je vois que c'est le 3e ou 4e jour sur 10 jours que je note la même chose, je me dis, ah, là, quand même, je peux pas dire que c'est le fruit du hasard. Donc, je crois vraiment que c'est important d'avoir ces temps d'arrêt, où ce soit commencer le matin, mais surtout, j'insiste beaucoup sur la notion de gratitude, parce que je crois vraiment que c'est important de savoir mettre en avant tout ce qui va bien dans notre vie, plutôt que juste voir tout ce qui va pas, parce que, je dirais, je ne suis pas assez ou je n'ai pas assez dans ma vie, ça en est très fort pour ça. Mais de voir tout ce que nous sommes déjà, tout ce que nous avons déjà, ça fait tellement de différence. Alors est-ce que tu serais OK pour nous partager 1 ou 2 exercices issus de ce livre pour inviter les auditeurs à questionner, à regarder d'un peu plus près leur rapport à l'argent? En jour 17, on propose de se repencher sur son propre histoire et de se souvenir de mes premiers souvenirs marquants avec l'argent. Ce qu'on a remarqué, c'est que si on a eu un souvenir marquant émotionnellement, positivement ou négativement, il peut influencer toute notre vie. On incite d'aller vraiment revenir en arrière et de réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Et je vous donne un exemple de quelqu'un que ça m'avait marqué aussi. C'est quelqu'un effectivement qui à un moment donné reçoit de l'argent de grands-parents et tout content, comme tous les enfants. Il va foncer à la boulangerie, acheter des bonbons, donner à gauche à droite. Puis quand il rentre, ses parents apprennent ça. Et puis il se fait taper dessus parce qu'il a dépensé son argent comme ça. Donc lui, il aura vraiment encodé un souvenir très négatif, voilà, avoir de l'argent, et puis en plus le dépenser, c'est dangereux, quoi. Donc on peut voir que toute sa vie, il va être marqué par cette peur de mal faire, cette peur qu'on puisse lui reprocher quelque chose, et de se faire plaisir en l'occurrence, puisque là c'est vraiment l'idée de se faire plaisir. Donc ça c'est le premier souvenir. Et puis au jour 88, on dit donner avec amour. Donner avec amour, c'est-à-dire que je suis pas sur l'exercice parce qu'il y a deux exercices différents, mais il y a 2 choses. La première, c'est qu'on peut choisir de faire ses paiements autrement. Bon, pendant longtemps, j'ai fait mes paiements avec des crispations que j'avais peur de manquer, et c'était vraiment l'idée de je voyais de l'argent qui foutait le camp et ma pseudo-sécurité qui se barrait avec. Alors que aujourd'hui, quand je fais mes paiements, je remets chaque fois du sens. Pourquoi je paye ça? À quoi ça contribue? Qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Et plutôt d'honorer la personne, l'institut et autres qui me fait quelque chose en contrepartie contre cet argent-là. Mes paiements, je les fais avec gratitude aujourd'hui, là où avant, je n'étais pas prendre avec des pincettes le moment où je faisais mes paiements. Et dans le donner avec amour, ici on a à Paris, alors j'y viens assez régulièrement, il y a beaucoup de personnes dans la rue, malheureusement encore pour l'instant. Et je me dis, mais de quelle manière est-ce que je donne de l'argent? Si je donne de l'argent à quelqu'un dans la rue, est-ce que je suis en train de le jeter comme ça, un peu négligemment? Est-ce que je suis en train de me donner bonne conscience? Est-ce que j'ai une vraie connexion avec la personne? Et j'ai remarqué, en tout cas, et Peter Koenig, mon mentor sur ce thème-là, l'a amené, il disait, mais on peut choisir de donner de l'argent avec amour, c'est vraiment se relier à son cœur quand on donne de l'argent. Je peux te dire, vous pouvez tous tester, vous ne donnerez jamais de l'argent de la même manière si c'est de l'amour que vous donnez à travers l'argent que si c'est juste de l'argent. Et juste de l'argent, c'est pas négligeable, évidemment, mais simplement, comment est-ce qu'on peut mettre de l'amour dans la manière dont on utilise son argent? Et je trouve que ça fait beaucoup de différence et la personne en face, elle sent qu'elle a reçu bien plus que de l'argent. Alors en parcourant ce livre, je me suis dit qu'il y avait des exercices, en tout cas de ma perception, qui étaient plus confrontants que d'autres. En tout cas pour moi, évidemment, j'imagine que ça parle de moi. Mais de manière plus globale, je me suis demandé dans quelle mesure ça pourrait être intéressant d'avoir un thérapeute pour pouvoir parler de ce que fait vivre l'accomplissement de certains exercices. Est-ce que tu recommandes à certaines personnes de suivre une thérapie pour parler de plein de choses, mais notamment de leur rapport à l'argent? Alors je dirais oui, c'est-à-dire que suivant ce qui est réveillé, c'est important qu'on reste pas seul avec, parce que des fois c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a certains traumas qui peuvent avoir un impact dans le rapport à l'argent et sur lesquels est réveillé par rapport aux exercices sur l'argent, par exemple? Je dirais qu'il y a certains souvenirs qui vont revenir, qui sont des souvenirs qui sont extrêmement douloureux. T'imagines pas dans le nombre d'ateliers que j'anime où il y a des histoires d'abus sexuels qui sortent, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose de courant. Ça donne une influence sur le rapport à l'argent. De quel ordre? En fait, la personne se voit comme étant encore coupable de si ça m'est arrivé à moi, c'est que je n'avais pas de valeur et que ça va se manifester donc je n'ai pas de valeur, donc je ne valorise pas ce que je fais, je mérite pas de l'argent.
Parfois, ça peut être aussi un proche, puis le proche me couvrait de cadeaux, voire me donnait de l'argent. Donc, c'est comme si avec l'argent, on achetait mon silence. Donc, le rapport à l'argent en lien avec ça est forcément biaisé. Et la sexualité. La sexualité, absolument, est forcément biaisée. Donc, souvent, il y a des choses de cet ordre-là qui fait que ça reste encore très douloureux. Quand ils se rendent compte du lien qu'il y a avec ça, souvent ça vient réveiller ce qui n'a pas pu être en tout cas pacifié à cet endroit-là. Donc ça peut être effectivement compliqué. Et en même temps, on peut aussi trouver un peu plus de paix, y compris sur des histoires comme ça, en travaillant sur rapport à l'argent. Moi, je ne fais pas du tout de coaching individuel, mais j'ai plutôt tendance à les amener vers des personnes que j'ai formées moi-même à la relation à l'argent. Je vous dis pourquoi je dis ça. C'est parce qu'il y a énormément de thérapeutes qui sont pas du tout à l'aise avec l'argent. En fait, les thérapeutes, c'est mes clients numéro 1. Les coachs thérapeutes, c'est moi ceux que j'ai énormément en atelier. Pas que, mais énormément. Donc, eux-mêmes sont pas à l'aise avec l'argent. Donc, c'est difficile d'accompagner quelqu'un sur un chemin que tu n'as pas fait toi-même, si tu veux, dans lequel tu es aussi bloqué. C'est essentiel, effectivement, et c'est pour ça que tu recommandes des gens de confiance. Donc, tu sais que avoir une forme de sérénité par rapport à l'argent, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Qu'ils auront des bonnes clés, en tout cas. Je te propose, Christian, à présent de passer à un jeu consistant pour toi à tirer au sort quelques papiers sur lesquels il y a des numéros inscrits et correspondant à des questions que tu n'as pas eues à l'avance. Tu veux bien tirer un premier petit papier? Le 14. Si tu devais changer de carrière, quelle serait ta reconversion? Alors, ouais, c'est que c'est difficile d'imaginer changer de carrière tellement je prends mon pied dans ce que je fais aujourd'hui. Je partirais sur quelque chose de l'ordre de l'humour, quelque chose comme ça, stand-up, de l'humour, un truc du style là. J'adore rire, on rigole beaucoup dans mes ateliers aussi. Ouais, ce serait quelque chose de cet ordre-là, je crois. Comique. Ouais, enfin comique, mais de l'humour avec quand même toujours un sens derrière. Toi, c'est pas juste l'humour pour l'humour, en fait. Et j'avais vraiment l'idée d'écrire un spectacle humoristique sur la relation à l'argent. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire. Donc, j'ai amené les idées principales, elle l'écrit et ça se fera, j'espère, en 2024, normalement. Quelqu'un qui a déjà fait d'autres, qui est vraiment un mélange d'amener du sens et de la réflexion tout en s'amusant. Et comment cet artiste, il ou elle s'appelle? Alors tu vas rire que je vais te donner son nom, c'est réellement son nom, il s'appelle Claude François. C'est l'histoire de sa vie, c'est son nom. Génial, j'imagine qu'elle a dû en souffrir. Oui, ça n'a pas été simple. Ok Christian, tu veux bien tirer un autre petit papier? 13. Alors Christian, quelle est ta plus grande force professionnelle? Je pense ma capacité à créer de la confiance qui fait que les personnes se sentent en sécurité et peuvent s'ouvrir très vite voilà, dans ce qui est essentiel pour eux ou là où c'est compliqué pour elles. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est rapide avec toi, donc du coup, tu peux retirer un petit papier. Numéro 9. Si tu avais une baguette magique, que referais-tu différemment dans ton parcours et qui relève de ta responsabilité? Si j'avais cette baguette magique, j'aurais fait en sorte de m'occuper plus vite de mon estime de moi, peut-être de me faire accompagner. J'ai coaché, je sais pas si ça existait à l'époque, j'étais jeune, mais en tout cas de me faire accompagner pour booster mon estime de moi parce que je vois à quel point ça m'a freiné pendant aussi longtemps à faire des choses que j'aimais, mais ça peut être autant au niveau sportif qu'au niveau professionnel et que ça a quand même été un grand frein pendant longtemps. Est-ce que la place de l'imagination, la place de la métaphore est importante dans le travail que tu proposes? Je pense pas que j'y mets énormément d'importance parce que c'est pas quelque chose que j'utilise moi-même beaucoup. Si ce n'est, comme je disais, peut-être visualiser une situation, ce qui va un peu dans cette direction. Mais je dirais que c'est pas des processus que j'utilise quand même beaucoup. C'est vraiment en option pour moi, je dirais en complément plutôt. Tu as parlé plusieurs fois de visualisation, c'est-à-dire que parfois tu invites les participants à fermer les yeux et à écouter quelque chose que tu vas raconter pour voir comment ils vivent le truc, c'est ça? Oui, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi une visualisation que je fais par rapport aux attentes, parce que je vois des fois les personnes arriver avec tellement d'attentes qu'en fait elles sont en train de créer leur propre pression de ne pas arriver à des résultats et c'est le meilleur moyen d'arriver à rien du tout. Donc j'ai un processus également de visualisation pour lâcher les attentes, pour s'ouvrir à pas vouloir contrôler ce qui va se passer, juste se laisser surprendre parce que ce qu'ils vont vivre durant un atelier. Ok, tu veux bien tirer un autre petit papier, Christian? Le 8. Alors quel pourrait être ton plus grand challenge professionnel à venir? Pour moi, mon plus grand challenge à venir, c'est que j'ai envie de toucher plus de monde, vraiment pour essayer de démocratiser et faire connaître ce rapport à l'argent, et je dirais l'incidence ça dans nos vies. Et en même temps, plus je vais toucher un grand public, plus je sais que je vais potentiellement déranger. Donc mon challenge aussi, c'est d'être prêt à potentiellement, je mets symboliquement, je dis recevoir des coups, me faire critiquer, juger, et voilà, et de rester bien stable, bien droit dans mes bottes. Et donc directement accepter de ne pas être aimé de tous. Alors oui, bon, je dirais, bon, quand c'est des anonymes, j'attends pas forcément qu'ils m'aiment, si tu veux.
Mais ça c'est plus d'être jugé sur la personne, parce que ça m'arrive parfois de juste dès que tu fais quelques publicités sur les réseaux sociaux à des moments précis que je fais, ça, parfois il y a des gens qui vont me traiter de voleur, d'arnaqueur, ils me connaissent absolument pas. J'ai aucun problème qu'on n'apprécie pas ce que je dis, mais juste juger l'être humain sans le connaître, je trouve ça gratuit, je trouve que ça a aucun sens et un intérêt. J'apprends à me détacher de ça. J'ai un ami qui disait, moi je les appelle des anges déguisés en trou du cul, qui disent c'est juste une manière d'être des baromètres, de voir où j'en suis, tu vois, et des personnes que je connais qui sont démolies, qui arrêtent tout. Puis là, je dis, ah bah tiens, maintenant je lis ça, ça a plus le même impact. Donc ça montre quelque chose qui c'est encore un peu plus solide à l'intérieur que c'était avant. Je ne veux pas dire que ça me fait plaisir, mais tu vois, ça m'abat pas du tout. Puis des fois, je réponds de manière très constructive, et j'ai pas de réponse, parce qu'ils n'ont pas de réponse constructive à me donner. Tu veux bien tirer un autre petit papier? Ça, c'est le 5. Quand est-ce que pour la première fois, tu t'es dit que tu étais un bon coach? Ouais, c'est que c'est pas facile à répondre, à se souvenir de ça. Peut-être une séance qui t'a semblé un peu fondamentale parce que justement, tu as pris conscience de ce que le coaching pouvait apporter. Est-ce qu'il y a eu un atelier que tu as mené où tu t'es dit à la fin, waouh? Je me souviens du tout premier atelier que j'ai animé sur la relation à l'argent. Vraiment, j'étais un novice avec le complexe de l'imposteur. Et à la fin des 2 jours, les gens étaient super contents. Vraiment. Et je me souviens, mon épouse était présente, m'a dit, waouh, je t'ai jamais vu aussi aligné que ça. Donc là, ça m'a conforté que c'était vraiment un thème qui était fait pour moi. Même si j'ai déjà d'autres animations à l'époque, mais c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui vibrait plus fort en moi. Alors, je vais te poser la question numéro 2. Oui. As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching, donc en l'occurrence coaching d'équipe, de collectif? Et si oui, quelle en a été la raison? Évidemment, sur les centaines d'ateliers que j'ai animés, ils n'ont pas tous été du même niveau, mais je me souviens qu'il y en a un qui avait été quand même particulièrement compliqué, dans le sens qu'il y a vraiment des personnes qui étaient dans la résistance, voire dans la critique. Et chose quand même étonnante qui est arrivée à cet atelier-là. Je faisais la route avec quelqu'un, mais normalement à des heures, il n'y a absolument pas de bouchon. C'était ramassé un gros bouchon, on avait commencé une demi-heure en retard. Et puis le lendemain, je dis, bon, je ne prends pas ce risque, je prends le train. Et puis je prends le train 5 minutes avant que celui que j'ai prévu de prendre, et il s'arrête en pleine voie, et on a recommencé une demi-heure en retard. Donc, tu vois, juste le fait que, dans mes croyances, encore une fois, que tu vis ça comme ça 2 fois, ça démontrait qu'il y avait quand même une forme de résistance chez moi, ou quelque chose tout à fait inconsciente, et qui fait que ça s'est manifesté dans ce qui s'est passé. Tu disais tout à l'heure que tu avais aussi une formation à la systémique. En quoi le rapport à l'argent compliqué d'une personne peut avoir un effet systémique dans tout son écosystème? Je dirais que typiquement, c'est la personne dans la famille qui gagne de l'argent et puis qui va tout dépenser au jeu. J'ai vu ça encore cette semaine. Et à un moment donné, toute la famille galère financièrement alors qu'il ne sait pas qu'il ne gagne pas assez d'argent. C'est qu'il n'y a pas assez d'argent qui arrive à la maison. Ils dilapident tout avant. Absolument, et voire pire, parfois ils prennent des crédits à gauche à droite. Donc si tu veux, toute la famille est impactée, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de ci, il y a juste de quoi survivre. Et là, on voit qu'une personne touche tout le système et quelque part bouffe la vie à tout le système. Est-ce que c'est parfois nécessaire de faire prendre conscience aux personnes que tu accompagnes dans les collectifs que ça n'est pas que leur rapport à l'argent, mais que ça a un impact aussi pour tout leur système en fait? Leurs enfants, leurs épouses, leurs conjoints? Oui, et je vais dire même sociétal. De plus en plus, moi j'amène vraiment l'idée que l'argent est un bulletin de vote, c'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise son argent, c'est comme si on votait pour une société ou une autre. Et l'exemple très simple que je donne en disant, je peux acheter un livre sur une grande plateforme qui commence par A, par exemple. Américaine. Voilà, exactement. Voilà, c'est un choix. En plus, si j'achète ça en Suisse, j'ai un livre à peu près 35% meilleur marché que si je l'achète dans une librairie en Suisse, ou je peux choisir de l'acheter à la librairie en Suisse. Simplement, si je décide d'acheter sur la plateforme, je peux pas me plaindre qu'il n'y ait plus de librairie en Suisse puisque moi-même je suis acteur de cela. Donc simplement pour dire que derrière chaque choix, en achetant du bio plutôt que quelque chose qui est fait avec des produits chimiques, je donne aussi une couleur à la société. Chaque fois que j'achète local plutôt que quelque chose à produit à l'autre bout du monde, je donne aussi une couleur à la société que je veux. Donc la manière d'utiliser notre argent est vraiment une manière d'encourager un certain nombre de choses au détriment d'autres choses. Et c'est pour ça qu'avec notre argent, nous avons bien plus de pouvoir que nous imaginons. Et pour moi, ce pouvoir est largement au-delà du bulletin de vote que vous en mettez une fois ou deux dans une urne et qui finalement a l'impression parfois que ça sert à rien. Ok, alors je te propose, pour clore ce jeu, de me donner ta préférence entre les chiffres 32 et 33 qui correspondent à tes choix musicaux que tu m'as indiqués en amont, mais sans savoir évidemment à quoi correspond l'un ou l'autre. 33. Alors découvrons ce qui correspond à ton choix aléatoire. We packed our bags and said farewell, and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea.
sea. Forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of home. The sea was rough and felt not known. Alors il s'agit de Boat Song, quatrième chanson de l'album The Golden Age de Woodkid, qui est un auteur, compositeur, interprète, musicien français, qui est d'ailleurs nommé Johan Lemoine et qui est né en mars 83. Pourquoi ce choix, Christian ? Alors Woodkid, j'ai la chance de le voir à Montreux, au festival de jazz de Montreux. Il a fait un concert, je trouvais un des plus beaux concerts que j'ai vus, avec entre autres un chœur je sais pas, il y avait au moins 50 et 100 enfants. Et déjà tout était en blanc et tout, et il y avait par moments une douceur incroyable dans sa musique. Il y a vraiment énormément de douceur, et des moments il y a du rythme, il y avait quelque chose d'endiablé. En tout cas il y avait juste une ambiance et une union entre ce qui est lui et ceux qui étaient sur scène et le public, qui a été juste magique. Pour moi ça reste un des 3 plus beaux concerts de ma vie, et je trouve que ce morceau est très doux également. Il est très doux, mais les paroles sont très fortes. Je vais lire une partie, moi, qui m'a beaucoup marqué. Pouvons-nous tenir notre position ou serons-nous déviés ? Sommes-nous les instruments du destin ? Avons-nous vraiment un choix ? Ah ouais. La prédétermination, c'est ce qui est un peu en sous-jacent. Est-ce que finalement, c'est pas ce sur quoi il est le plus important de mettre de la conscience, la prédétermination au travers des croyances limitantes, des loyautés qu'on nous a transmises ou que nous nous sommes imposées ? Alors oui, évidemment, c'est l'idée, pour moi, c'est de devenir de plus en plus acteur conscient de sa vie plutôt que subir sa vie. En tout cas, c'est mon chemin personnel, et avec mon épouse, qui est aussi indépendante, il n'y a pas une semaine où on se dit pas les deux, mais quel bonheur d'être acteur de sa vie, en tout cas dans la perception d'être acteur de sa vie, de choisir nos horaires, ce qu'on va y faire, dans quel lieu géographique on va se déplacer. Et ce qui veut pas dire qu'on n'a évidemment pas des freins et des blocages, mais l'un et l'autre, on s'entraide, on se soutient, aller voir, observer quand ça coince, se dire est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas vu peut-être, et évidemment il y a encore plein de choses que nous n'avons pas vues, mais malgré ça, globalement notre vie est très joyeuse. Et alors en quoi cette chanson, elle parle un peu du rapport à l'argent selon toi ? J'ai pas choisi cette chanson pour... sous cet angle-là ? Ouais, sous cet angle-là. Non, c'était juste parce que moi, la musique est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'amène beaucoup d'émotions également. J'ai été longtemps vraiment bien bloqué avec mes émotions. Je peux l'être encore dans certaines situations. Mais alors, je peux écouter de la musique ou un concert et me mettre à pleurer rapidement. Donc la musique a vraiment comme une capacité à venir me toucher à l'intérieur de moi très fort. La présence aussi des éléments de la nature, elle est importante dans cette chanson. Elle est un peu citée de bout en bout. Est-ce que c'est un endroit de ressourcement pour toi ? Oui, alors c'est vraiment l'endroit de ressourcement. C'est la nature. Moi, j'ai la chance d'habiter au pied des montagnes. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors déjà, d'une part, j'habite à 400 mètres, j'ai des montagnes à 3000 mètres devant moi, pratiquement, vraiment devant la tête. Donc c'est déjà impressionnant, et c'est amusant, ça fait plus de 30 ans que je suis à cet endroit-là, que j'ai la même vue, et plus le temps passe, plus j'apprécie, plus j'ai de la gratitude. On pourrait se dire, c'est toujours les mêmes montagnes, tout ça, mais non, il y a comme quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça, et je trouve que les montagnes m'amènent à beaucoup d'humilité, parce que ça me ramène chaque fois, c'est juste un petit grain de poussière de passage là au milieu, elles existent depuis des millions d'années ou je ne sais quoi, et vraiment, voilà, ça m'aide aussi à relativiser mes problèmes. Forgot all of our memories. Depuis le début de l'entretien, on en parle un petit peu ensemble. Tu animes également des ateliers de sensibilisation à l'argent et des formations pour que les coachs ou les professionnels de l'accompagnement puissent eux-mêmes ou elles-mêmes accompagner des clients sur leur rapport à l'argent. Peux-tu nous décrire ces ateliers sur la sensibilisation à l'argent ? Est-ce qu'il y a un format, une durée qui est assez récurrente ? Alors, je dirais l'atelier un peu classique, il est de 2 jours. Et puis sur les 2 jours, je dirais qu'il y a à peu près une demi-journée qui permet des prises de conscience. Un, c'est de voir dans quel piège on est pris. Puis après, idéalement, voir d'où vient ce piège. Et ça va faciliter, je dirais, le fait d'en sortir. Et puis après, tout le reste, ça sera effectivement un travail de transformation pour effectivement libérer tout ce qui peut l'être. Et je dirais des croyances limitantes et des loyautés familiales limitantes également, mais également je dirais toutes ces parts de moi que je n'aime pas et que je rejette et qui m'empêchent d'être moi-même, ou alors que je suis trop focalisé sur le regard des autres qui m'empêche d'oser me déployer, réussir, que ça plaise ou pas aux autres. Donc ce que j'apprécie particulièrement à travers cette porte d'entrée qu'est la relation à l'argent, c'est que les personnes ressortent avec un regard plus doux avec elles-mêmes, plus bienveillant et plus d'amour de soi. Pour moi, j'ai pas trouvé de meilleur chemin que d'apprendre à mieux et plus s'aimer pour avoir une meilleure relation à l'argent. Alors j'imagine que dans ces ateliers, tu poses un cadre, notamment sur la confidentialité, mais pour autant, est-ce que le dévoilement de chacun au sein du collectif est simple ?
Alors oui, dès le moment où justement le cadre est bien posé, et ça va aussi dans le sens que je disais tout à l'heure, j'ai une grande capacité à créer de la confiance, ce qui fait que très vite les gens s'ouvrent et j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, le deuxième jour, les gens arrivaient le matin, disent mais vous vous rendez compte, on se connaît depuis un jour, on a l'impression qu'on s'est partagé notre vie, qu'on se connaît mieux que nos amis parfois. Donc oui, le dévoilement finalement va très très vite et ça fait surtout beaucoup de bien de libérer la parole là où elle était bloquée. Alors, quels sont les cas de relation à l'argent les plus étonnants, les plus déroutants que tu as accompagnés ou que tu as constatés? Alors, je dirais peut-être toute première situation qui m'avait fait plaisir et surpris en même temps, c'est peut-être le tout premier atelier, 2 ou 3e atelier que j'ai animé, où la personne, la semaine suivante, m'écrit pour me dire, c'est bon, j'ai donné mon congé, je ne ferai plus que ce que j'aime. Et là, ça m'a fait, waouh, ça peut avoir un impact pareil. Elle a démissionné. Elle a démissionné, ouais, tout à fait. Qu'elle avait trouvé vraiment le courage en elle et quelque part, elle avait libéré ce qui manquait pour oser le faire. Et j'ai remangé avec elle peut-être 2 ans après. Et elle me disait, c'est dingue, depuis que je suis indépendante, je vois à quel point je m'achète beaucoup moins de fringues. Avant, j'en achetais beaucoup par compensation de mon mal-être, de ma souffrance. C'est comme s'il fallait trouver autre chose parce que j'étais pas bien. Et que là, tout à coup, mes besoins sont beaucoup plus, je dirais, j'ai beaucoup plus les besoins vitaux. Je cherche pas d'autre chose tellement je suis heureuse dans ce que je fais. Ça compense largement ce que avant j'allais chercher ailleurs. Donc ça, c'était vraiment beau et je l'ai revu plein de fois depuis ce genre de situation. Ça peut vraiment être le déclic, ce qui manque. Et puis, je pense à une personne, c'est plus récent, qui, effectivement, a travaillé, elle avait une grosse peur de manquer, quelqu'un qui était très crispé et tout. Et on a vu que cette peur de manquer n'était pas la sienne, c'est celle qu'il portait de sa mère, qui avait une très grosse peur de manquer. Et on a fait un processus qui a issu des constellations systémiques familiales pour rendre à l'autre ce qui lui appartient. Et quand il est arrivé le 2e jour, les autres participants et moi avec, on lui a dit, waouh, t'es plus la même personne, mais son visage avait vraiment changé. Les gens disaient, t'as pas du tout, les traits sont pas la même chose. Et là, je l'ai aussi revu 2 mois après et on a bu un café ensemble et il avait pris plein d'initiatives incroyables et ma femme panique par moments parce qu'elle a l'impression que c'est plus le même homme qu'elle a à la maison. Et tout ce que je freinais avant, là, il y a tout qui est en train de se développer. Et c'était un processus qui avait duré 5 minutes, mais qui a vraiment eu une transformation majeure dans sa vie. C'était assez bluffant, je veux dire. Comment se structure la formation que tu proposes aux coachs pour apprendre à accompagner le rapport à l'argent? Alors cette formation, j'appelle ça moi vraiment un parcours, parce que c'est vraiment un parcours de vie pour moi. Il aura 2 aspects très différents. Déjà, tout un aspect vraiment majeur qui est de transformer son propre rapport à l'argent. Parce que comme je dis toujours, on parlait de montagne tout à l'heure. Je prends l'exemple du guide de montagne, tu peux pas amener des clients à 4000 si t'as pas fait du 4000 toi-même quelquefois. Donc tu dois toujours avoir quelques pas d'avance sur tes clients pour les amener pour leur proposer en tout cas un chemin de transformation. Donc là-dessus, on est très, très exigeant de ce travail intérieur et de cette capacité à aller voir là où c'est peut-être inconfortable, où ça fait peur. Et après, effectivement, on leur enseigne, en leur faisant vivre également des processus d'accompagnement que nous utilisons. Et on les fait beaucoup s'entraîner entre eux, avec nous, avec notre supervision. De temps en temps, on leur propose même des petits groupes que j'ai pu former d'anciennes formations qui sont tout contents d'avoir des accompagnements supplémentaires gratuits, par exemple, aussi à travers ces gens-là. On leur demande encore un travail de fin, de parcours, je dirais, d'avoir creusé un peu un thème en lien avec l'argent, un peu plus, mais un thème qui les met en joie, qui les enrichit, et de proposer d'enrichir le groupe à travers leur expérience. Il y en a qui vont parler du couple et l'argent, par exemple, qui vont aller interroger plein de couples et puis qui vont regarder un peu ce qui se passe. Voilà, ça peut être toutes sortes de thèmes, mais vraiment quelque chose qui les met en joie. Donc c'est principalement ça, et c'est un mélange de présentiel parce que je crois très fort au présentiel, même si j'ai des formations virtuelles également. Mais aussi on se parle en webinaire parce que des fois on est sur des continents différents, ça arrive qu'on a des Québécois qui s'inscrivent aussi, et puis aussi du coaching individuel également. Mais surtout, si tu veux, ça c'est vraiment un parcours et après... Et ça dure combien de temps? Ça dure 10 mois à peu près. Presque 1 an, quoi. Oui, à peu près presque 1 année. Et puis après, comme je crois beaucoup à la force de l'équipe, je propose en tout cas à ceux que j'estime être prêts à venir dans un groupe de praticiens, une communauté de praticiens que j'ai créée, pour justement qu'une fois se soutenir, s'entraider, se donner des idées, d'avoir envie de faire des choses ensemble, etc. Ils ont un petit peu, une bonne partie, ont un petit peu la problématique que moi j'ai eu aussi, c'est qu'ils ont un peu le complexe de l'imposteur vis-à-vis de moi en disant « Oh là là, comment je peux faire quelque chose du niveau de Christian ?» Et au fond, je lui dis, mais moi, je pensais la même chose de Peter. Aujourd'hui, Peter dit souvent que l'élève a dépassé le maître, mais au fond de là, c'est pas ça la question. La question, c'est de dire, mais j'ai bien commencé un jour aussi avec un premier atelier, avec 0 expérience. C'est pas différent de vous. J'en ai annulé plein également parce que j'ai pas assez de monde. Donc, ça fait partie du chemin et ça n'empêche pas d'avoir une certaine réussite qui est celle que j'ai maintenant. Alors, quelles sont les qualités d'un bon coach sur la relation à l'argent? Ma question, en fait, en sous-jacent, c'est est-ce que tu fais une sorte d'entretien préalable pour vérifier la faisabilité de ce parcours pour cette personne? Alors oui, on a des entretiens préalables avec chacun parce que pour moi, c'est vraiment important de sentir qu'il y a un feeling. Je dirais que la moitié, les 2 tiers ont déjà fait un atelier avec moi, donc savent où ils mettent les pieds.
Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est d'autant plus important de prendre du temps avec eux pour dire est-ce qu'il y a une vraie capacité de se remettre en question, quel genre de parcours, de cheminement intérieur ils ont déjà fait avant, et puis aussi qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Parce que on trouve souvent sur Internet beaucoup de formations qui disent voilà comment devenir millionnaire, comment faire 6 chiffres de chiffre d'affaires, tout ça. C'est pas mon propos, je n'ai absolument rien contre le fait de devenir millionnaire ou d'avoir un beau chiffre d'affaires, mais qui pour moi serait une conséquence d'une contribution majeure et qu'on aura enlevé les blocages qui permettront d'avoir accès à ça. Mais si c'est un but en soi, ça cache inévitablement autre chose. Et nous, on va justement aller voir cette autre chose. C'est que pour moi, je dirais, la manière dont on appréhende ce rapport à l'argent permet d'aller beaucoup plus en profondeur que chercher une solution à l'extérieur pour cacher une peur que je ne veux pas voir ou que je ne veux pas régler. Donc c'est pour ça que on est vraiment le plus, je dirais, vigilant possible. Je dis on parce que c'est avec mon épouse, on co-anime ça ensemble. Donc c'est bien qu'on ait les deux regards aussi. Et c'est vraiment des personnes qui vont être capables de se remettre en question et d'aller faire ces changements intérieurs qui peuvent être quand même assez bouleversants. Est-ce qu'il faut faire une supervision particulière quand on est spécialisé dans l'accompagnement à l'argent? Alors je dirais particulière, non je pense pas qu'elle soit particulière, mais je dirais que... Enfin avec quelqu'un qui est spécialisé, disons. Oui, surtout que je dirais que les processus qu'on utilise, une partie ont été créés par Peter Koenig, donc c'est pas des processus courants du tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une grande maîtrise de ces processus-là. Ça devient comme une gymnastique, enfin moi ça devient extrêmement intuitif aujourd'hui, mais il y a comme un temps à ça. Donc parfois, si tu veux, de la manière d'accompagner les personnes, oui, les personnes viennent me demander des coachings et autres pour justement avoir un regard extérieur. Maintenant avec le groupe également, ils vont partager ça au groupe. Donc on se réunit également les praticiens. Après, on se réunit aussi régulièrement pour justement continuer d'avancer ensemble. Alors pour faire un pas de côté, je t'ai proposé de lire un roman graphique qui s'appelle Le Monde sans fin, Miracles énergétiques et dérives climatiques de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, édité chez Dargaud en 2021. Alors Le Monde sans fin est un album de bande dessinée français. Ça a été un album qui a beaucoup marché en France en tout cas, et ça a été l'ouvrage le plus vendu en France en 2022. Alors l'album illustre la rencontre et le long dialogue entre deux auteurs, Jean-Marc Jancovici, jouant le rôle du guide, et Christophe Blain, du candide, sur des sujets de l'énergie, par exemple l'usage à travers l'histoire, l'essor des énergies fossiles et de l'impact de l'humanité sur son environnement, et en particulier sur le climat. Est-ce que tu accompagnes les personnes que tu as en atelier à avoir une conscience particulière sur l'écologie ? Je dirais, c'est pas spécifiquement sur ce thème-là, mais moi, ce que j'ai remarqué, comme quelque part, ce que je propose, c'est plus d'amour de soi. C'est que plus on apprend à s'aimer, plus on apprend à aimer ce qui est autour de nous, que ce soit des êtres humains, que ce soit la nature et autre chose. Donc, plus on a tendance à englober le tout dans ses choix. Ça amène, en tout cas pour moi, ça contribue à cela de manière tout à fait claire, même si c'est pas nommé en tant que tel, si on veut. Indirectement, donc. Oui, tout à fait, absolument directement. Et en même temps, comme justement dans mes propos, j'essaie d'amener de la conscience dans la manière d'utiliser notre argent. Pour moi, ça a vraiment un impact là-dessus, parce qu'une fois, toujours, si vous voulez vraiment acheter du bon marché, que c'est produit à l'autre bout du monde, ben voilà, vous participez aussi à la pollution à travers le transport, dans des cargos, des choses comme ça. Donc, il y a votre intérêt à vous, mais si vous n'englobez pas le tout, vous créez quelque chose de négatif à l'extérieur. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire des choix qui vous englobent, mais qui englobent également les conséquences de vos choix à l'extérieur, et l'écologie en fait pleinement partie. C'est pas le propos du livre, mais c'est vrai que dans certains discours écologiques, on peut entendre finalement que les puissances de l'argent sont à l'œuvre et nous mènent collectivement à la perte. Et donc il y a un regard assez négatif porté sur l'argent et la quête infinie de l'argent. Quel est ton point de vue là-dessus ? Alors je dirais malheureusement oui, c'est-à-dire que moi-même qui étais comme conseiller en placement financier, j'ai beaucoup suivi l'évolution des multinationales puisque c'était des actions que nous proposions à nos clients. Donc j'ai vraiment l'occasion de suivre un peu ce qui se passait et je peux voir que selon mon regard, qui n'est pas la réalité, c'est que mon regard, pour moi leur objectif est très clair, c'est toujours gagner toujours plus d'argent. C'est pas toujours mieux servir le client, c'est gagner toujours plus d'argent comme le but en soi. Et dès le moment où l'argent est le but en soi, je parle pas de personnes qui seraient dans la survie, qui auraient besoin d'argent pour manger, je parle pas de ça, mais dès le moment où l'argent est le but en soi, pour moi, presque inévitablement, il y a des problèmes d'éthique qui se manifestent tôt ou tard. Et je pense qu'effectivement, que ces entreprises-là, on parle beaucoup de greenwashing et tout ça, donc on entre beaucoup dans une sorte de jeu, un peu de dupe, de faire croire, mais je connais des personnes qui travaillent dans des grandes multinationales et toutes me disent la même chose, il faut arrêter entre ce qu'on raconte, la réalité, il y a des pas de géants. Donc pour l'instant, ces entreprises malheureusement font un peu ce qu'elles veulent parce qu'elles sont au-dessus des gouvernements en étant multinationales. Donc je pense qu'elles font partie du problème et en même temps, aussi longtemps que nous nous fournissons chez elles, nous faisons aussi partie du problème. Et là, encore une fois, on a le pouvoir de inciter à faire autrement en faisant des choix différents. Le fameux bulletin de vote. Absolument. Payant. Ce que j'entends en sous-jacent, c'est que l'argent devient un problème si c'est une finalité et non pas un moyen, c'est ça ?
Absolument, absolument. Et vraiment, moi, je prends beaucoup de temps avec les entrepreneurs que j'accompagne. Je disais, mais mettez votre focus sur la contribution. Regardez toujours comment mieux contribuer, comment être plus proche de vos clients, comment amener le meilleur service ou le meilleur produit possible. Et si vous avez débloqué ce qui empêche de recevoir de l'argent arrivera comme une conséquence logique, naturelle et même joyeuse à ça. Et surtout, quand on se concentre sur la contribution, ça nous met en joie. Dès qu'on se concentre sur l'histoire d'argent, ça crée de la crispation, c'est du contrôle. Et dans le contrôle, il y a toujours de la peur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être capable de ça. Et peut-être encore une chose, c'est que moi je trouve qu'aujourd'hui, notre société dite de consommation est devenue une société de compensation. Très souvent, à travers la consommation, c'est de la compensation. On cherche un mieux-être factice à travers de la consommation. On parlait tout à l'heure en off de sucre. Moi aussi, j'étais assez branché sur le sucre. Je m'achetais des sucreries, des pâtisseries, mais est-ce que je vais mieux après qu'avant? Non, c'était juste une manière maladroite de me chercher un peu de douceur. Alors là, c'est un truc gentil, j'ai envie de dire. Mais simplement, à un moment donné, beaucoup de personnes courent après à acheter toutes sortes de choses, vont avoir tous des objets chez eux qu'ils n'auront jamais utilisés et qui ne sont absolument pas plus heureux pour autant. Alors c'est gentil, en même temps le sucre c'est une drogue dure, parce que contrairement à d'autres on s'en rend pas compte et c'est sur la durée. L'autre élément qui est intéressant finalement dans ce roman graphique, c'est que les auteurs ont utilisé le 9e art, c'est-à-dire la BD, pour faire passer des messages très clairs et ça a eu un succès retentissant. Et c'est intéressant aussi les liens entre l'argent et l'art. Parce que pour le coup, s'il y a bien un endroit où l'argent a investi un domaine pour en faire un refuge, c'est bien l'art et notamment l'art contemporain. Quel regard tu portes sur cette relation particulière entre l'argent et l'art? Ouais, ben déjà, j'ai juste dans le mot argent, déjà, moi je dis toujours l'argent, je vois plutôt de ma manière d'appréhender les choses, c'est l'art de recréer la connexion entre les gens plutôt que de la séparation, en tout cas dans mon approche. Je crois que ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus global qui fait qu'il y a toujours des gens qui cherchent à voir comment faire fructifier leur argent, et là où il y a des tendances à venir, et l'art en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, ça peut être de l'art contemporain, mais après ça peut être investi dans certains films, il y a différentes choses qui fait que dès qu'il y a une nouvelle brèche, une nouvelle tendance qui s'ouvre, être les premiers pour pouvoir profiter de la spéculation qui va se faire. Et à un moment donné, je voyais qu'on a fait des NFT avec de l'art, etc. Ils sont en train de se casser la figure derrière. Donc tu vois, il y a chaque fois pour certains, il y a un vrai amour de l'art et il y a un investissement dedans, c'est différent. Et pour d'autres, c'est juste une occasion d'investir. Mais personnellement, moi j'essaie toujours de voir est-ce que la manière dont j'investis mon argent, qu'une fois contribue à la société que j'ai envie de construire demain ou pas. Donc prenons un peu de hauteur. Quelle est ta perception de l'évolution du coaching en France et en Suisse? Alors ce que je peux uniquement percevoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles de coaching et de coachs. Et qu'aujourd'hui, c'est pas nouveau, être coach, ça ne veut plus rien dire du tout, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, certains peuvent s'appeler coach sans avoir fait une école de coaching. Et puis que je vois aussi des écoles de coaching qui se font sur des temps extrêmement limités. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ma formation, c'était vraiment des formations qui me ramenaient vraiment dans une grande transformation intérieure. C'est parce que j'ai particulièrement aimé cette formation-là, plutôt que de plein de trucs et d'outils, même s'il y en avait aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Après, je ne fais pas partie d'associations de coachs que je fréquente au quotidien, mais en tout cas, de vue de loin, c'est ce que je vois aujourd'hui. Qu'il y a aussi en Suisse, la multiplication des formations, la durée plus ou moins longue, etc. Alors oui, mais je dirais que ça c'est démultiplié pour moi sur le fait que beaucoup de gens se forment aujourd'hui à distance au coaching. Je connais des personnes eux-mêmes qui ont créé des formations de coaching à distance dont les gens ne se voient plus. Et on peut faire du coaching à distance très clairement, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir aussi appris à former, à coacher des gens en présentiel aussi. Quelle est la place des coachs dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons, selon toi? Ouais, j'ai de la peine à te répondre à ça parce que je me rends pas trop compte de l'évolution du coaching en disant est-ce qu'il y a beaucoup plus de séances de coaching qui se font dans les entreprises ou pas. J'ai la perception que le coaching a du potentiel parce que même si ceux qui sont dans le milieu ont l'impression qu'il y a toujours plus de coachs, mais en même temps, j'ai regardé quel pourcentage de la population est coachée, ça reste extrêmement minime et les besoins potentiellement sont importants. Alors évidemment, du coaching, ça peut se faire autant dans l'accompagnement en tant que parent, que ça peut se faire en entreprise, ça peut se faire dans plein de domaines différents. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Il y a un livre tout récent que j'ai eu la chance de lire parce que la personne m'a demandé de le préfacer et qui s'appelle Business Bénédiction. Et j'aime beaucoup sa manière d'appréhender les choses parce que pour moi, c'est quelqu'un qui casse les codes et surtout, il permet de rejoindre la spiritualité et la matière. Et pour moi, ça me paraît extrêmement important qu'on se reconnecte à l'un et à l'autre plutôt que créer de la séparation. Quel est le rapport entre l'argent et la spiritualité? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Alors, je dirais déjà que les personnes qui sont dans les milieux spirituels ou qui sont, je dirais, vraiment très attachées à la spiritualité ont souvent un rapport à l'argent difficile. L'argent est souvent associé au matériel, même si l'argent est devenu très virtuel, mais comme associé au matériel, à la matière.
L'argent existe sur Terre, mais a priori pas ailleurs. Encore une fois, on revient sur une idée de séparation entre le monde spirituel, c'est le beau monde, c'est là où tout est bien, tout est magnifique, et la matière, c'est là qu'on aura ces horribles matérialistes, ou voire capitalistes, qui s'accrochent à la matière. Et au fond, tant qu'on est dans la séparation, on n'est pas, pour moi, pleinement dans notre incarnation. Les personnes qui sont beaucoup dans le monde de la spiritualité sont souvent déconnectées de l'argent, voire dénigrent les questions d'argent, voire parfois ont tendance à dire « Ah, non, fais pas ça pour de l'argent », dans quelque chose de toi, comme si on était meilleur que les autres. Et je crois vraiment que c'est dans la réconciliation de l'un et l'autre qui est possible. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de confiance à la vie, confiance en plus grand que nous. Je pense que c'est une clé indispensable pour être plus à l'aise avec l'argent. Tant que les personnes pensent qu'elles doivent se débrouiller toutes seules, inévitablement elles créent de l'anxiété. Alors que si je pense que j'ai des ressources intérieures, il y a des ressources à l'extérieur qui existent, et que ce plus grand que moi, qu'on va nommer comme on veut, fera en sorte qu'en cas de difficulté m'amènera les bonnes solutions, les bonnes personnes, les bonnes ressources, il y a quelque chose qui se détend. Et pour moi, c'est indispensable dans une meilleure relation à l'argent, dans cette capacité à être connecté à plus grand. À travers la difficulté que certains ou certaines peuvent avoir dans leur rapport à l'argent, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec une difficulté à être dans la transcendance, c'est-à-dire finalement dans le lien à ce qui nous dépasse, à l'au-delà? Est-ce qu'il peut y avoir un parallèle à faire ou pas, selon toi? J'ai de la difficulté à dire s'il y a un parallèle, mais en tous les cas, je dirais que ceux qui restent accrochés à la matière seront limités d'une manière ou d'une autre, et il y aura beaucoup plus facilement des peurs qui seront présentes dans leur vie. Et puis ceux qui seront que, je dirais, dans une forme de transcendance, ils peuvent avoir des superbes idées, des super projets, qu'ils n'arrivent pas à les incarner. C'est comme s'ils restaient dans quelque chose de flottant. Mon frère, malheureusement décédé, était vraiment plein là-dedans. Il a eu 10 000 idées, il a eu plein de projets super et aucun n'a réellement existé dans la matière. Et là, ça a été pour moi vraiment un exemple de quelqu'un qui, selon ma perception, s'est pas pleinement incarné et resté à un certain niveau et ça n'a rien donné dans le sens de laisser sa trace, tu vois, de ces merveilleuses capacités qu'il avait. Il était plus dans le rêve sans forcément les concrétiser, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'il allait commencer à faire quelque chose, mais après, tu vois, il était beaucoup, très, très fort dans la méditation, il suivait des personnes en Inde et tout, donc il était vraiment très fort dans ces mouvements-là. Et si tu veux, du style, il a vraiment écrit un scénario de film qui était tout à fait original, mais c'est resté au terme de scénario de film. Il a écrit un livre qui a que lui, il a qu'un seul exemplaire qui était pour lui, peut-être 2, il l'a donné, mais il a jamais été au bout de l'édition, toi, de l'offrir au monde, en quelque sorte. Donc vraiment, il y avait du génie chez lui, il y avait des idées, mais c'est comme si il n'y avait pas la capacité de vraiment l'incarner pleinement et que ça soit offert au monde, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive quand même, pas forcément couramment, mais de temps en temps. Un peu plus couramment même qu'on l'imagine. Il y a plein de gens qui ont des idées extraordinaires et simplement peut-être du fait de leurs difficultés encore à rejeter ce monde-là, à trouver que ce monde est... Toi, suivant le regard qu'on a sur ce monde-là, si on trouve que c'est un monde d'injustice, de souffrance, et on peut vraiment voir les choses comme ça, c'est un regard sur le monde, on veut ne pas vouloir y participer. Alors que moi, je peux aussi voir qu'il y a tellement de belles choses. Moi, j'ai la chance de rencontrer tellement d'êtres humains en mouvement, au chemin, qui ont envie de faire, je dirais, un projet de cœur, que j'ai, moi, ce regard-là, de se dire, waouh, ce monde est en évolution, ce monde est en pleine transformation, et je suis très positif si je vois ça. Mais moi, j'ai envie, en tout cas, de contribuer, de me focaliser avec ceux qui ont envie de transformer ce monde, changer ce monde-là, tout en rejetant pas l'autre, parce que si on rejette l'autre, c'est encore soi qu'on rejette avec. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle en tout cas à faire entre la difficulté de déployer ses potentiels et la difficulté à être dans une relation sereine ou pacifiée avec l'argent? Alors je dirais que pour certains, effectivement, si l'envie de déployer son potentiel, c'est potentiellement gagner beaucoup d'argent, ça demande d'être à l'aise avec le fait de gagner beaucoup d'argent et d'être vu avec quelqu'un qui a la réussite et qui gagne beaucoup d'argent. Encore une fois, si j'ai peur de regarder les autres, je vais me bloquer. Personne des fois me dit ouais mais j'ai pas besoin de plus d'argent que ça. Je dis et se pourrait-il que l'argent que tu gagneras en plus puisse être utilisé d'une manière qui contribuera merveilleusement à des choses qui te tiennent à cœur. Et moi je trouve que les financements participatifs sont un merveilleux exemple aujourd'hui, que je participe à toute une série de financements participatifs. Je connais absolument pas les personnes, mais je me dis waouh, si ce projet existait, notre monde serait déjà un peu meilleur. Donc si je peux contribuer à travers des montants même modestes, mais c'est la multiplicité des montants là qui fera la différence, je trouve que notre argent peut être magnifiquement utilisé et peut vraiment être un acteur de transformation de la société. L'effet colibri. Absolument. Que souhaiterais-tu que les auditeurs retiennent de notre entretien? Je dirais que ça a du sens de s'interroger sur son rapport à l'argent et ne pas laisser l'argent mener notre vie, mais plutôt faire en sorte que l'argent soit au service de nos projets de vie. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Et s'il y en a une, quelle serait ta réponse? Tu aurais pu me poser la question sur l'évolution de mes revenus, de parler d'argent de manière très concrète. Mais souvent on n'ose pas parce que ça paraît très indécent. Supposons que je l'ai fait, tu me répondrais quoi? Mais écoute, moi je suis très à l'aise à dire ce que je gagne, l'évolution de mes revenus. Je me souviens que ma première année, j'ai fait 29 000, alors je dis francs, mais c'est euros, ça revient au même aujourd'hui de chiffre d'affaires.
29, 32, 50, puis après j'étais monté, je crois, 70, et je crois que c'était peut-être la 6e année que j'étais arrivé aux 100 000, voilà. L'année passée, qui était une bonne année, j'ai 480 000 de chiffre d'affaires, et il m'en reste à peu près 200 pour moi. 200 avant impôt, mais j'ai la chance en Suisse, on n'a pas les impôts que vous avez en France, donc ça me permet de vivre, en tout cas, très confortablement. Mais au-delà de ça, je veux dire, pour moi, les chiffres que je donne là, ce n'est qu'une conséquence. Ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de personnes je touche avec ces montants-là. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un réel impact sur la société, de transformer la relation à l'argent d'un maximum de personnes? Donc je fais le choix, tu vois, de ne pas faire de coaching individuel ou pas faire de coaching haut niveau où je demande beaucoup d'argent à des personnes parce que je préfère mettre mon énergie sur toucher beaucoup de monde. Ma contribution est plus importante que ce que je gagne, donc j'essaie de mettre du « et » évidemment, mais je vois ça plutôt comme une conséquence joyeuse. Est-ce que tu as envisagé de faire une formation en ligne ou quelque chose qui pourrait être en tout cas à consultation en différé? Alors j'ai une formation en ligne qui s'appelle Amis avec l'argent que maintenant j'ai fait évoluer, j'ai déjà fait 9 versions, la dernière version est plus que pour les entrepreneurs et indépendants. J'ouvre une cohorte une fois par année et je les accompagne sur 10 mois. Alors eux ils ont accès pendant 5 ans, en direct ou en différé, il y a des webinaires de coaching, il y a plein de vidéos. Donc ça c'est vraiment une bonne partie de mon chiffre d'affaires parce que je touche comme pas mal de monde. Mais après effectivement j'ai l'intention de faire d'autres formations un peu plus légères peut-être qui seront accessibles et achetables n'importe quand. Parce qu'encore une fois, mon idée, c'est que les personnes, dès qu'elles sont au mur, qu'elles puissent avoir une solution qui se présente à elles à travers moi ou à travers les personnes que je forme. Quels sont tes prochains projets? Je viens d'engager quelqu'un que je dirais dans mon esprit un peu directeur exécutif, dans le sens que j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de les réaliser. Il y a des facteurs derrière de réalisation qui m'embêtent profondément, dans lesquels je mettrai pas d'énergie. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui prenne le projet en main et qui me dit juste qu'est-ce que j'ai à faire, qui va chercher les autres intervenants ou techniques et autres pour mettre ça en place. Donc, ce qui veut dire que là-dedans, on a plusieurs projets derrière. Justement, ouvrir cette formation en ligne pour les particuliers, mais aussi une autre plus légère pour les professionnels également disponible tout le temps. D'avoir une personne qui va me proposer aussi comme conférencière auprès d'entreprises, d'associations professionnelles plus importantes. Je vais prochainement aussi travailler avec quelqu'un qui va me permettre en tout cas de contacter des médias plus importants. C'est l'objectif qu'on a pour toucher plus de monde. Moi, je suis vraiment un ouvreur de conscience et après, j'aimerais que les personnes qui attirent un maximum de personnes qui pourront aller vers les coachs que je forme, entre autres. Christian, à présent, je te propose d'écouter un extrait de ce que tu as choisi pour incarner symboliquement le thème de cet épisode, donc le rapport à l'argent, et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. Vieux banc au bord de la mer, je m'assois pour regarder devant, pour sentir, pour me taire, écouter les secrets du vent. C'est alors qu'elle s'est avancée, elle s'est assise à côté de moi, d'un air sûr elle s'est présentée. Je suis ta part d'ombre, souviens-toi. Oh, ce soir-là, au bout du mystère, côté pile, côté face, ma part de paix et ma part en guerre se sont regardées en face. Trop longtemps en douleur, l'une contre l'autre elles ont régné. Trop d'excès. Il s'agit de la chanson La part d'ombre de la chanteuse française Zaz, issue de son deuxième album studio intitulé Recto Verso, sorti en 2013. Pourquoi ce choix, Christian ? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà juste le nom de l'album Recto Verso. Tu vois, moi je parle souvent de pile ou face quand je travaille sur les polarités, les deux côtés de la pièce. Donc là on parle de la même chose aussi. Et cette chanson, je trouve qu'elle parle magnifiquement effectivement de comment réconcilier mes parts de lumière et mes parts d'ombre, parce que une partie de mon activité justement dans ce travail de transformation intérieure, c'est d'aller accueillir les parties de moi que j'ai rejetées. Entre autres, si je rejette l'insécurité, je vais me limiter dans mes actions. Donc comment je peux accueillir l'insécurité et laisser une place en moi plutôt que la subir en quelque sorte. Mais ça peut être aussi pour valoriser ses prix, accueillir l'injuste, le voleur, enfin tout ce que j'ai peur qu'on dise de moi, si je l'accueille comme étant une partie de moi parmi beaucoup d'autres, c'est ok. Donc ça c'était part d'ombre, c'est part inconsciente qu'on a rejetée, qu'on a mis à l'extérieur et qui fait qu'on n'est pas dans l'unité de qui nous sommes, on est séparés en quelque sorte. Donc ça, je trouve qu'elle parle magnifiquement de ça dans cette chanson et de comment on peut les faire se regarder ensemble et cesser ce jeu de il y a du bien, il y a du mal, il y a des bonnes parts et des mauvaises parts. Non, il n'y a que des parts qui ont une utilité spécifique dans des situations uniques ou particulières et il est temps de cesser ça parce que pour moi, tant que nous serons en conflit intérieur, il y aura du conflit dans nos vies, il y aura de la guerre dans notre société. Je crois vraiment profondément à ce que disait Gandhi, soyons
le changement que nous voulons voir dans le monde. Je n'ai pas d'autre issue que ça au changement de société personnellement. C'est vrai que les paroles sont assez fortes, hein. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par 2 strophes. Ma part d'ombre était revenue. Est-ce qu'elle était là pour négocier ? Moi, longtemps, j'avais cru qu'elle finirait par se lasser. Cette part blessée, dorénavant, je la prends dans mes bras en douceur. Oui, c'est très beau justement, c'est vraiment encore une fois, cesser cette lutte, ce combat intérieur qui nous bouffe de l'énergie, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous empêche d'être nous-mêmes, et de voir que derrière, c'est par inconsciente, c'est par que nous rejetons. Donc c'est vrai qu'il y a derrière, il y a tout le travail que Jung a fait aussi derrière, et d'aller mettre en conscience ce qui est inconscient. Pour moi, c'est nécessaire, et c'est le travail d'une vie qui ne suffira pas, mais en tout cas, encore une fois, c'est un chemin vers plus de paix intérieure, donc plus de joie et de tranquillité. Finalement, au travers des ateliers que tu proposes et également des livres que tu écris ou coécris, tu invites les autres à mettre de la lumière sur leurs ombres de leur rapport à l'argent. Qu'est-ce que ça t'a appris, toute cette réflexion et également tout cet accompagnement de plusieurs centaines, j'imagine, ou milliers de personnes sur les années que tu pratiques ? Déjà de voir que nous avons tous une pépite. Mon épouse dans son job, elle appelle ça son diamant intérieur, qui n'attend que de rayonner ce qui nous sommes, et qu'effectivement nous avons mis des couches qui nous empêchent de rayonner cela. Donc déjà de voir le prince ou la princesse en nous, que j'appelle ce diamant intérieur, déjà de permettre de le révéler. J'ai une profonde conviction qui est que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Donc moi je me suis donné comme promesse de faire en sorte qu'un maximum de personnes, que l'argent ne soit pas le frein qui les empêche de rayonner qui ils sont. Je vois vraiment à travers tous ces accompagnements à quel point nous sommes nos propres saboteurs. On peut critiquer tout ce qu'on veut à l'extérieur, mais au fond, c'est de nous à nous que ça se passe. C'est de nous qui continuons de croire que des choses qui ont été dites sur nous, qui nous empêchent ci, qui nous empêchent ça. Donc c'est aussi là, c'est selon moi une très bonne nouvelle de voir que la solution est en nous. Comme le titre du livre de Thierry Janssen d'ailleurs aussi, que ça demande du courage, c'est vrai, mais ça vaut la peine de faire ce voyage. On n'a pas prononcé le mot, mais finalement, est-ce que à travers les ateliers que tu proposes, tu favorises pas la résilience des participants ? Alors oui, c'est une forme de résilience. Après, souvent, le mot résilience, on croit qu'on doit avoir vécu quelque chose de très fort et très dur pour ça, mais c'est une forme de résilience. Mais encore une fois, je crois vraiment à une forme de regard d'amour nouveau pour beaucoup, mais en tout cas plus grand vis-à-vis de soi. Plus on s'aime, moins il y a de raisons de se saboter, moins il y a de raisons de se limiter. De la même manière que si on aime profondément nos enfants, on ne va pas les limiter, les saboter dans ce qu'ils ont envie de se réaliser, on va les encourager. Donc comment on peut être ce parent aimant avec soi-même ? Cette chanson, elle parle beaucoup d'ombre. Quelle pourrait être encore la part d'ombre sur laquelle te reste à travailler ? Je dirais par définition, si l'ombre est de l'inconscient, je ne le sais pas. Mais parfois, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, je découvre de nouvelles parts de soi que je dis waouh, je les ai jamais proposées en 13 ans d'activité. Ça montre bien à quel point je ne les ai pas accueillis moi-même si je n'arrive pas à les voir chez les autres. Donc c'est pour ça que de continuer, de faire ce cheminement intérieur, d'essayer d'avoir encore et toujours quelques pas d'avance sur mes clients, c'est absolument nécessaire. Je suis allé plus loin moi-même, je peux les amener à aller plus loin s'ils sont prêts à aller plus loin. Évidemment, je n'ai pas à forcer d'objectifs sur qui que ce soit. Alors il y a une phrase que prononce Zaz que j'ai trouvée très belle, c'est « Entre ombre et lumière, je me sens vivre ». À quel endroit te sens-tu vivre, Christian ? Alors moi je me sens vivant quand je suis dans des relations authentiques avec les autres. Il y a quelque chose déjà qui est très posé, qui est très joyeux, qui vibre. Moi je me recharge beaucoup au contact des autres êtres humains dès le moment dans cette notion d'ouverture et d'oser se dévoiler, se partager, d'être le plus vrai qu'on est capable d'être. Ça me fait énormément de bien et ça me donne beaucoup d'énergie. Et puis je me sens très vivant également dans la nature où là c'est ma manière d'être connecté à plus grand que moi. Parce que vraiment, pour moi c'est une évidence que j'encourage aussi à se connecter à cette confiance en la vie, cette confiance en plus grand que nous. Ça nous permet aussi d'arrêter de vouloir contrôler, de croire que les solutions viennent qu'en nous. Non, la vie est profondément généreuse, profondément abondante et nous permet les bonnes rencontres si on est prêt à s'ouvrir aux bonnes rencontres. Alors après 2 heures et 1 minute d'entretien, qu'est-ce que tu ressens là, Christian ? Je me sens très tranquille et très calme. Juste là maintenant, en m'observant, je me dis j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait changé dans ma manière de m'exprimer depuis un certain nombre de minutes. Je me dis je suis allé à un autre endroit là. Alors avant de clore notre entretien, je vais rappeler le titre des livres dont nous avons parlé dans cet épisode. Ce que l'argent dit de vous, interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine, édité par Erol pour la 2e édition en 2021. Ensuite, les défis des 100 jours, cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance, coécrit avec Lilou Massé et sorti en 2023 pour une 2e édition aux éditions Guitre et Daniel. Et enfin, le roman graphique « Le monde sans fin, miracles énergétiques et dérives climatiques » de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, édité chez Dargaud en 2021. Merci Christian d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast Un coach à la une.
Un grand merci, David. Suis ta part de lumière, suis-moi. Un coach à la une. Merci pour votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Parcours de coach et Un coach à la une sur le site www.lemediadescoachs.com. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Nouveauté, vous pouvez soutenir le Média des Coachs via une plateforme de financement pour nous permettre de poursuivre la production et financer de nouveaux projets. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.